toutes les marques, sans exception, ont en fait toutes les marques sont basées sur du marketing et de l'occupation d'espace de cerveau. Et toutes les marques se font en ce moment disrupter par les réseaux sociaux, les nouvelles stars influenceurs, ce qui fout à terre le business model quasiment monopolistique de la marque à la télévision des années 90, où en gros, si tu avais la surface financière et accès à la pub télé, t'étais une marque, et si tu n'avais pas ça, t'étais rien, quoi. C'était aussi simple que ça, et tout ça, c'est fini. Et bonjour à tous, vous écoutez Focus Fondamental, le rendez-vous des investisseurs francophones. On se retrouve tous les lundis matins à 8h pour parler bourse, finance et business. Ce podcast, comme toujours, est propulsé par Bagger, la meilleure application française qui vous permet d'accéder à plus de 30 ans de données boursières, plus de 50 000 actions cotées du monde entier. Vous pouvez bien sûr toujours tester l'outil gratuitement. Il y a 14 jours d'essai gratuit, le lien en description. Et à mes côtés, comme d'habitude, Mathieu, cofondateur de Bagger, que vous retrouverez aussi sur ses chaînes Mathieu J et Snowball Club, qui sont d'ailleurs en description si vous voulez aller le suivre, parce qu'on voit souvent des commentaires de gens qui ne connaissent pas les chaînes de Mathieu. Donc allez vous abonner à ces deux chaînes. Et moi-même, donc Hugo, CEO et cofondateur de Bagger et créateur de la chaîne IQ Invest. Pareil, vous avez le lien de ma chaîne perso en description. Et avant de passer à la suite, d'ailleurs, je tiens à vous préciser, on a un compte sur X, Bagger. On a un compte, donc X c'est Twitter, hein, c'est toujours un peu compliqué ce rebranding. On a aussi un compte sur Instagram, Bagger, donc allez nous suivre si vous êtes sur Instagram, sur X, allez suivre les comptes Bagger, ça nous soutient. Si vous nous écoutez en podcast, parce qu'on est aussi disponible en audio, Spotify, Apple Podcast, tout ça, mettez des notes 5 étoiles, laissez des avis. Et comment ça va Mathieu ? Tu le sais très bien, ça fait 30 minutes qu'on discute. Sans déconner, quoi. On fait des podcasts de 2 heures et on se démerde de cramer une demi-heure au départ pour blaguer entre nous, quoi. On va plus s'en sortir, Hugo. C'est pas possible, quoi. Moi, je suis marié. Mais d'ailleurs, en parlant de blaguer, on va faire une prochaine rencontre abonnée. Le 4 juillet, elle est programmée, c'est le 4 juillet à Aix-en-Provence, en terrain. Mathieu jouera à domicile cette fois-ci. Donc alors c'est pas la ville qui a recueilli le plus de votes, c'était Lyon, mais par souci de praticité, on commence par Aix-en-Provence, donc ce sera le 4 juillet. Où exactement dans Aix-en-Provence, j'en sais rien, mais j'imagine que c'est pas non plus une ville très très grande, donc tout le monde pourra trouver. On trouvera. Voilà. Cette fois, on essaiera de pas faire un fight club. Sans déconner. Ouais. Alors ça, c'est quand Hugo il m'invite à Paris, c'est pour des soirées prestige. Alors déjà, il me dit mets un costard parce que il faut quand même savoir qu'Hugo, t'es quand même sapé, quoi. Ça, c'est un truc, je sais pas d'où t'as ça, mais t'es sapé de ouf en mode t'as tous les codes, les boutons de manchette. Je sais pas trop ce que tu m'as raconté la dernière fois. T'as pas de ceinture, tu mets des bretelles. J'ai rien compris à ton histoire, mais t'es sapé de ouf. Moi, j'arrive avec le costard Célio, tu vois. je suis en mode, je mets quand même un 3 pièces en général pour pas trop dénoter. Mais Hugo, il m'amène dans des endroits de fou à Paris. On est dans des endroits, et tous les gens qu'on regarde à gauche à droite, qu'on connaît tous, on les croise là-bas. Et quand il me dit d'organiser un truc à Paris, moi je le ramène dans des caves de bar où ça pue l'humidité. Il croit qu'on va se bastonner parce que c'est le Fight Club, quoi. Donc, mais bon, c'est voilà, je suis de la province et toi tu connais mieux Paris quand même. Hein. Écoute, la dernière fois, c'est vrai qu'on a joué le gratuit. On a eu ce qu'on a eu en gratuit parce qu'on n'a pas voulu faire payer les tickets d'entrée sur Paris. Pour raison de praticité, pour que tout le monde puisse venir, chacun paye sa conso, c'est plus convivial, il n'y a pas de question de ticket, il n'y a pas de question de nous aussi se sentir redevables envers vous en se disant vous avez payé, il faut quand même que vous passiez une bonne soirée. Là, j'ai envie de vous dire, si c'est gratuit, on s'en fout. Oui, alors là, on s'en est vraiment foutu la main, c'est pas grave. Mais je pense que tout le monde a passé une bonne soirée quand même. Mais bon, du coup, la limite, c'est qu'on était 60. Et trouver quelque chose de gratuit pour 60 personnes à Paris, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc, on a eu une cave de Fight Club. Voilà. La prochaine fois, si on doit refaire quelque chose sur Paris, on essaiera de faire autrement. Mais tout ça pour dire que la prochaine rencontre, donc vous avez le lien en description sur le site focus-fondamental.fr. Le lien est un Google Form pour vous inscrire. Vous vous inscrivez sur le Google Form, vous mettez que vous êtes présent et on vous enverra l'adresse par mail la semaine avant la rencontre. Donc ce sera le 4 juillet, le samedi 4 juillet à 18h. Et à Aix, normalement, ça va être beaucoup plus simple de trouver quelque chose. Je pense qu'on sera à 10, 20 max. Ça m'étonnerait qu'on soit plus. La rencontre d'après, ce sera à Lyon,
en octobre. Donc là, j'ai aucune idée de comment on va trouver un lieu. Je ne connais pas du tout Lyon, j'y ai jamais mis les pieds. S'il y en a parmi vous qui Ah, je me êtes suis fait de arnaquer Lyon, à Lyon il y a 4 jours. Vas-y, continue. s'il y en a parmi vous qui êtes de Lyon et qui connaissez des endroits, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à nous envoyer un mail sur hugo ou mathieu@bagger.fr. Et ensuite, donc la rencontre d'après, ce sera en janvier et ce sera de nouveau sur Paris. Je pense qu'on fera une rencontre par an sur Paris. Ensuite, on fera tourner les 3 autres dans des villes différentes. Voilà un peu comment ça va s'organiser. Donc le lien Ah, en mais description. attends, Voilà. je descends de Nancy, Hugo. On était monté la petite urgence familiale. On a fait l'aller-retour en 3 jours. Et sur le retour, on s'est arrêté à Lyon. Alors moi j'avais faim, et puis moi je m'en fous, j'ai envie d'aller au buffet chinois à volonté ou au Burger King, tu vois. Mais il y a un côté valeur sûre, tu vois. Et là, on roulait beaucoup. Je me suis dit, allez, on est à Lyon, on va prendre une boulangerie un peu select. Là, on tombe sur un truc, là, boulangerie culinaire. Sur la route, hein, vraiment. On traversait Lyon parce qu'il y avait des bouchons, donc on avait pris centre-ville. Je m'arrête dans ce truc. Alors, il y avait tout qui était nickel. Instagram. T'es dans une boulangerie, t'es dans un compte pumpé pour les photos. On a pris un petit fraisier. Qu'est-ce qu'ils vendent à Lyon là? Ils ont une spécialité, c'est la praline. C'est une brioche avec des amandes entourées d'un sucre rouge de la boulangerie Pralu historiquement. Il y en a qui l'appellent la praluline. J'ai acheté ça là qui était sur le comptoir. Deux petits fraisiers pour le dessert et puis une salade de quinoa là, avec des crevettes et tout pour ma femme. Moi j'ai pris un croque-monsieur. Écoute, le croque-monsieur il était plus froid que le coca. Le coca, il était chaud. Le croque-monsieur, il était froid. Ma femme, elle a enlevé les 3 crevettes et les 3 boules de quinoa, enfin les 3 boules de sésame qu'il y avait dessus. Il y avait 3 cm de quinoa non assaisonné. Et la praline, elle était rassie. 35 balles. 35 balles. Sans déconner. Mais ces gens-là, ils sont morts. Tu peux plus faire ça aujourd'hui. Mais tu vois, pour en revenir à l'histoire des marques et de ce que tu vois dans la vie réelle, des fois tu te dis, les marques et leurs produits, aussi pourris soient-ils, l'avantage, c'est le coût de recherche. C'est-à-dire, quand tu prends pas une marque, même si c'est de la grande distribution, mauvaise qualité ou pas bonne pour la santé, la promesse est tenue. Le goût est là et puis le niveau de qualité est illégal. Et quand tu fais pas ça, tu le payes très cher par le coût de l'erreur, le coût de l'essai-erreur, et le temps de trouver tes marques. Donc voilà, tu vois, c'est encore une fois C'est vrai une que démonstration quand qu'il faut t'es, acheter des marques ou investir dans des marques. ouais, c'est vrai que quand t'es en déplacement, un McDo ou un Burger King, mine de rien, c'est de la merde, mais tu sais que tu seras pas déçu. Tu connais le prix, tu connais l'offre. Ah, Et ça c'était la sera fin de la vraiment canicule. parfait. C'était la fin de la canicule. Le Coca, il devait être à 27 degrés, le Coca qu'ils m'ont donné, quoi. Pourtant, il était dans un frigo, quoi. C'était insupportable. Terrible. Insupportable. Et puis alors, sous prétexte que culinaire et quinoa et crevettes au sésame, 35 balles, quoi. Merde. C'est bon, quoi. Pardon, les gros mots reviennent. Désolé, papa. Mais alors, ça fait 10 minutes qu'on parle. Vous savez toujours pas de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, peut-être qu'ici, il y aura le titre, la miniature, tout ça. On va parler des super investors. Oui. Super investors, ils ont fait pas mal de mouvements. Toi, t'en as gros après Warren Buffett. Est-ce que tu veux commencer par nous parler de ton super portefeuille top 20 qu'on va essayer de rentrer dans Bagger? Je te fais le récap en 2 minutes, mais après, tu prends la main sur ton suivi de Super Investors. Pourquoi on fait cet exercice? 2 raisons. 1, trouver des idées et 2, des idées de qualité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, j'en ai eu la démonstration personnelle. Alors, il y a un backtest de ce portefeuille Super Investors sur GrowFocus. Depuis 2005, ils ont mis en place plusieurs portefeuilles sur ce site GrowFocus. Et le portefeuille de suivi du top 25 des Super Investors, qui est basé sur 100 000 $ investis en 2005, donc qui était investi à l'époque à hauteur de équipondéré sur le top 25 de 2005 des positions des Super Investors. Chaque année, ils ont fait comme un ETF, chaque année, ils faisaient rentrer et sortir la position qui n'était plus dans le top 25. Donc déjà, la première chose à retenir, c'est qu'au bout donc d'à peu près 20 ans, il n'en reste que 2 qui font partie du top 25 des Super Investors, c'est Berkshire Hathaway,
et Microsoft. Tous les autres sont nouveaux. Même Google, qui n'était pas grand-chose en 2005, n'en faisait pas partie. Donc déjà, il y a du mouvement, puisque tu as un taux de rotation sur 20 ans d'environ 90% à la louche. Mais c'est un arbitrage une fois par an, hein. C'est pas du tout du trading au mois par mois. Et la deuxième caractéristique, c'est que ça bat le SP500 x2 sur la période. Ça fait 2 fois la perf du SP500. Et pour moi, je regarde aussi tout ça parce qu'il y a plein de fois où il y a des idées que j'ai et qui sont validées parce que les super investors rentrent au même moment et je sais comment ils réfléchissent parce qu'on essaye de défendre cette approche-là sur ce podcast. Donc ça rassure. Et inversement, des fois, eux font des achats que je copie. C'était le cas de ma position sur Micron. C'est une idée que j'avais eue d'une très forte prise de position de Monish Pabrai sur ce dossier, qui m'avait, par sa conviction et le fait qu'il en avait pris un pourcentage délirant de son portefeuille, c'est dommage qu'il ait vendu, moi je l'ai gardé, c'est ça qui m'a donné l'idée d'aller regarder le dossier quand quelqu'un pose ses coronesses aussi lourds sur la table sur un dossier, je vais voir ce qu'il en est, quoi. Voilà, je t'en prie Hugo, dis-nous ce qu'il en est pour tes favoris. Alors écoute, on a plusieurs sujets à aborder. Toi, tu vas notamment nous parler de Warren Buffett, ou en tout cas de Berkshire Hathaway, et des mouvements un petit peu bizarres qu'ils ont fait sur le dernier trimestre. Tu vas aussi nous parler de Chris Hahn, et moi je vais revenir sur Bill Ackman, Dev Kantesaria, Lilou et François Rochon, qui sont des super investors que j'aime beaucoup. Il y a 2-3 trucs à dire sur leur mouvement du trimestre. Donc écoute, je peux commencer sur Bill Ackman. Bill Ackman, je pense que tout le monde connaît à peu près le personnage. Bill Ackman, c'est un investisseur américain qui est très célèbre, c'est un investisseur activiste. Il y a un super podcast interview d'ailleurs avec lui sur la chaîne de Lex Fridman qui dure à peu près 3 heures, dans lequel il parle notamment du redressement de CPKC, Canadian Pacific Kansas City, les chemins de fer aux États-Unis, c'est passionnant. Il a fondé Pershing Square Capital Management en 2004, qui est son fonds d'investissement. Il gère plusieurs milliards, il a un portefeuille énorme qui est très concentré sur quelques lignes. Si je prends son portefeuille aujourd'hui, tu vois, il a 10 positions. Sa première position, c'est Brookfield Corp. Ensuite, il a Amazon. Ensuite, il a Uber. Ensuite, Microsoft, Restaurant Brands. Donc, tu vois, on parlait des fameuses marques. Restaurant Brands, ils ont notamment Burger King. C'est un conglomérat canadien, si je dis pas de bêtises. Il a Meta, il a Howard Hughes Holding et il a ensuite Seaport, Alphabet et Hertz Global. Il a d'ailleurs soldé sa ligne sur CPKC depuis. Il est notamment connu pour plusieurs investissements, plusieurs succès, notamment Chipotle. Il a investi dans Chipotle au tout début, boîte qu'il n'a plus aujourd'hui. Il l'a soldée. Je ne saurais pas vous dire, il faudrait que je regarde l'historique de ses positions pour ça. Mais je crois qu'il l'a soldé. Oui, il l'a soldé fin 2025, c'est ça. Il l'a vendu au 31 décembre 2025, ou en tout cas dans son rapport du Q4 2025. Il a notamment eu Restaurant Brands, Canadian Pacific Railway, CNR. Non, c'est CPKC, c'est pas CNR. Et plus récemment Alphabet. Donc il avait notamment pris une énorme position sur Alphabet en 2022, je crois. Il l'avait pris au plus bas, il l'avait touché à quelque chose comme $90. Et puis il l'a revendu quasiment totalement justement au dernier trimestre. Il a allégé énormément sa position sur Alphabet, notamment pour acheter du Microsoft. Et il avait justement justifié son choix parce que pour lui, donc Alphabet était devenu trop surévalué au début d'année 2026, puisqu'elle a explosé. Hein. Tout le monde sait qu'Alphabet a fait plus de x2 en l'espace d'un an. Et à l'inverse, Microsoft s'était fait un petit peu punir en ce début d'année. Elle a un petit peu remonté depuis, mais Bill Ackman a fait le switch. Il a vendu Alphabet pour acheter du Microsoft sur le dernier trimestre. Il a aussi eu pas mal d'échecs dans ses investissements, notamment un short contre Herbalife qui avait fait pas mal de débats dans les années 2010. Il était en confrontation avec un autre super investor qui était long sur Herbalife, je sais plus comment il s'appelle. Carl Icahn, voilà. Non, c'est pas lui. Qui? Carl Icahn, je crois, de oui, mémoire. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc lui, voilà, son approche, c'est un portefeuille très concentré, few bets, big conviction, donc peu de paris, beaucoup de conviction, et surtout une approche activiste. Donc quand il prend des parts dans des boîtes, il va chercher à orienter le management d'une certaine manière.
Et puis c'est un investisseur qui est très intéressant à suivre justement pour tout ça. Alors en sachant qu'il avait aussi pris notamment sa position dans Uber, elle était pas mal documentée, elle a fait pas mal les gros titres. Et également il avait pris une position dans Nike il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Position qu'il a soldée depuis. Donc ça, j'ai pas eu Je des l'avais infos pris de. aussi. Ouais. T'en avais pris du Nike? Ouais, l'année dernière, quand on discutait avec Jean et que j'étais en train de replacer mes sous de British American Tobacco, j'avais pris une petite ligne Nike et j'avais pris du LVMH quand on discutait il y a 1 an, on parlait de ça. On parlait pas forcément de Ricard. Et j'étais sorti sur LVMH, j'avais fait un move parfait. De toute façon, en termes de timing, l'année dernière, c'était une année où si j'achetais, c'était au plus bas, si je vendais, c'était au plus haut. C'est complètement délirant. Et sur les deux, j'avais pris du 20% sur 3 mois par pure chance. Mais j'avais revendu Nike parce qu'ils se sont vraiment plantés sur la distribution. Ça m'avait énormément perturbé cette histoire-là de Nike qui avait entre guillemets voulu basculer au business model de la vente en ligne au sacrifice des magasins physiques. Et je trouvais ça débile. Je pensais que le retour en arrière était possible, cependant. Et dans tous les cas, Nike n'avait pas perdu sa composante principale, qui est celle du fame marketing. Hein. C'est, chez Nike, tu as une puissance financière délirante et une barrière à l'entrée par la contractualisation des sportifs américains. Ouais. Ce qui fait que Nike est associé à ces gens qui relèvent de l'inspiration pour beaucoup de jeunes et qui, par copie, veulent leur ligne de vêtements. Alors, pour les plus gros, tu as quasiment des lignes complètes, hein, comment il s'appelle, la Federer et compagnie. Federer était chez Nike, hein, je dis pas de conneries. Peut-être. Mais t'as vu J'en sais rien, je connais que les Air Jordan avec Michael Voilà. Jordan. Mais certains ont des produits, certains ont des lignes de vêtements complètes, certains ont des produits. Et puis certains sont juste associés à la marque. Et c'est vraiment, il y a vraiment un côté qui tout double pour les enfants stars du sport aux États-Unis, où très tôt dans l'environnement universitaire, si le sport c'est leur potentiel dans la vie et qu'ils sont un peu repérés, en gros, il y a la baston pour ce qu'on appelle la draft dans les clubs, mais il y a en parallèle la baston pour les marques qui veulent les faire signer. Et ils les prennent très tôt et ils les cadenassent pour toute leur carrière en contrat verrouillé. Et c'est impossible de rivaliser avec Nike sur ça. Donc la vraie force de Nike, elle est dans dans le fait qu'ils sont immiscés dans ce marketing d'influence des sportifs de très haut niveau pris au berceau, entre guillemets, au moment où ils peuvent les verrouiller sur contrat. Et il y en a très peu d'entre eux, de ces sportifs, qui vont faire le choix d'aller chez Reebok ou compagnie. Quoi. À l'époque, tu as vu Shaquille O'Neal qui est allé chez Reebok. Mais voilà, donc, et puis après, tu as la baston. À ce jeu-là, tu as une forme d'oligopole entre évidemment Nike, Adidas et puis d'autres qui sont quand même pas mal positionnés, mais les deux plus gros étant Nike et Adidas. Et puis à la fin, tu te retrouves quand même, bon, tu as un coût marketing parce que c'est comme ça que ces sportifs-là gagnent le plus d'argent, mais c'est comme ça que tu te retrouves à vendre à 80 € entre la marque du club, le nom du joueur derrière et le logo Nike. Tu vends un chasuble à 80 € alors que fondamentalement tu l'as fait fabriquer en Chine à 3 €, quoi. Donc le pricing power est complètement délirant. Et pour une raison que j'ignore, Nike s'est flingué en flinguant son réseau de distribution. Je surveille ça de loin parce que c'est compliqué de tout surveiller, mais c'est très intéressant de suivre cette histoire-là. Ouais. Et je me rappelle qu'on avait fait un deep dive avec Jean à l'époque sur Nike. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Et moi, j'avais pas du tout aimé la boîte parce que déjà, je suis pas du tout consommateur. Et c'est vrai que personnellement, je me fie quand même pas mal dans ce genre de boîte à ma perception en tant que client. Je pense que c'est important. Et surtout, quantitativement, c'est une boîte qui n'a plus du tout de croissance. Et ça me fait un peu peur quand même. Donc ouais, il y a eu un changement de CEO aussi récemment, mais pas plus que ça. J'avais pas souhaité prendre de position à l'époque. Je trouvais que c'était encore cher pour ce que c'était, parce que même après la décote, elle était toujours autour des 20 PE. Donc on n'avait pas non plus une décote monumentale à un 10 de PE. Et puis tu as tous ces problèmes quantitatifs, les marges qui baissaient, la croissance qui plafonnait, la distribution flinguée.
L'image de marque qui commence un petit peu à s'effriter, j'ai l'impression, parce que les gens ne veulent plus forcément acheter du Nike en plastique au prix d'or. Donc, sans parler des nouvelles marques qui émergent, tu avais notamment pas mal de marques chinoises, je sais plus comment elles s'appellent, tu as aussi Ou Lululemon Gymshark aux aussi. États-Unis. Ouais, Mm. effectivement. Donc voilà, Nike, personnellement, c'était sans moi. Ben, moi, je trouve que c'est très, très, très important de suivre une boîte comme Nike parce que ça te permet de monitorer la bascule au niveau du marketing de l'influence. Parce que Nike, c'est avant tout une boîte de pub. Nike fait de la pub et vend de la pub et vend de l'image. C'est l'une des meilleures boîtes de pub de tous les temps. C'est des gens qui vendent du plastoc pour 80 fois sa valeur. Et tu as eu des phénomènes où des gars dans leur garage, c'est arrivé dans les vêtements de sport, en particulier avec Gymshark, ont réussi à prendre la vague de sponsoriser des influenceurs à la Thibaut InShape, réseaux sociaux américains, et à faire des billions de dollars compagnie en prenant le move du marketing Instagram et du coach sportif de réseau social, quoi. Ouais. Et les grosses boîtes n'ont pas pris ce move-là. Et je trouve que c'est extrêmement important de suivre la dynamique que prennent ces choses-là, parce que toutes les marques, sans exception, ont en fait, toutes les marques sont basées sur du marketing et de l'occupation d'espace de cerveau. Et toutes les marques se font en ce moment disrupter par les réseaux sociaux, les nouvelles stars influenceurs, ce qui fout à terre le business model quasiment monopolistique de la marque à la télévision des années 90, où en gros, si tu avais la surface financière et accès à la pub télé, tu étais une marque, et si tu n'avais pas ça, ben, tu n'étais rien, quoi. C'était aussi simple que ça, et tout ça, c'est fini. Et puis, je me demande aussi ce que ça va devenir maintenant avec l'IA, parce que dans ce qu'on disait tout à l'heure là, sur bouffer à la boulangerie dégueu de Lyon, là, où ils te vendent des brioches rassis, ou aller à Burger King, tu as une très forte notion de confiance dans le fait de ne pas avoir envie de te planter. Voilà, t'as 1 heure de marge de manœuvre dans la journée, tu as passé une journée pourrave, tu as 10, 15, 20 balles à dépenser, tu veux pas te planter, quoi. Tu veux te poser, tu veux avoir ton moment de répit dans la journée, et tu veux en avoir un minimum pour ton argent. Et tout le monde, moi je croise énormément de gens, quand ils vont au resto, s'ils sont dégoûtés, ils reviennent pas, tu vois, parce que soit ça a été trop cher, soit le mec s'est foutu de leur gueule. En fait, les gens ne supportent plus qu'on leur vole cette petite heure où ils claquent leurs 20 balles du jour dans leur moment à eux. Si tu as un mec qui vient le gâcher, ça les rend fous. Et je pense qu'il va y avoir une bascule du marketing de la confiance vis-à-vis de l'IA. Parce que moi, je l'ai fait, je l'avais déjà dit, à Disney Village, pour trouver là où j'allais bouffer avec mes gosses et tout. J'ai demandé à ChatGPT. Je suis à Disney Village, c'est 19h, je vais manger où? Famille de 4, dis-nous allez. Il m'a dit tu vas là ou tu vas là. Et je lui ai fait confiance. Voilà, donc ce côté diminution du coût de recherche, c'est ça la valeur d'une marque. La valeur d'une marque, c'est tu me connais, avec moi tu vas pas te planter, donc tu vas pas avoir de coût de recherche par l'essai-erreur, par le fait de te planter, viens chez moi. Il te rassure et tu payes 10, 15, 20 centimes de plus sur un produit à 1 balle, tu l'acceptes. Maintenant, si ChatGPT devient un confident de confiance et que les gens sont prêts à faire confiance à ChatGPT pour leur conseiller, tu as à nouveau une résolution. Il y a des sujets sur les marques qui sont colossaux, qui sont en train de se jouer sur cette histoire de marque de confiance, d'occuper le cerveau des gens, ou que les gens finalement se mettent à faire confiance à la recommandation de l'intelligence artificielle à l'aveugle, même s'ils ne connaissent pas la marque. Donc à nouveau, tu vas avoir des mécanismes délirants à suivre. Moi, je trouve ça passionnant. Ouais, effectivement, Et non je t'en seulement prie. tu as ce côté intelligence artificielle, recommandation IA, mais tu as aussi de plus en plus, comme tu disais, le marketing d'influence, où les gens font confiance aux créateurs qui suivent en fait. Puisque aujourd'hui, n'importe quel créateur soit développe son propre produit, soit fait des partenariats avec des marques, et quand tu suis quelqu'un et que tu l'apprécies et que tu lui fais confiance, tu as tendance à lui faire confiance aussi dans le choix de ses outils et de ses produits. Donc c'est clair que ce tournant-là, il est de plus en plus important, quoi. Ben, je pense que le sujet du moment sur les super investors, ça a été la bascule de Bill Ackman, qui passe de Google à Microsoft, et Chris Ouais. Huhn qui a fait le mouvement inverse. Et c'est Oui, très c'est très vrai. intéressant d'analyser ce move.
Vas-y, je t'en prie, dis-moi, décris-nous-le et dis-nous ce que tu en penses. Alors écoute, moi Chris Hunn, je le connais pas spécialement, je le connais de nom, je me suis jamais forcément intéressé à sa stratégie. J'ai suivi effectivement que les deux avaient fait le mouvement inverse. Chris Hunn, si on regarde son portefeuille, il a 9 positions, donc encore plus concentré que Bill Ackman. Il a GE Aerospace, Visa, Moody's, S&P Global, Canadian Pacific Kansas City, donc CPKC, Alphabet, Ferrovial SE, ça je ne connais pas, CNR, donc Canadian National Railway, et Microsoft. Et effectivement, quand tu regardes ces mouvements du Q1 2026, alors il n'a pas totalement vendu Microsoft, il a allégé Microsoft et il a acheté du Alphabet, il en a acheté beaucoup. Il a aussi renforcé Moody's, il a renforcé S&P Global et Visa. Alors non, je dis une bêtise, il n'a pas acheté du Alphabet, il a acheté la classe A, mais il avait déjà la classe C et il a renforcé la classe C. En gros, il a allégé Microsoft, il a renforcé Alphabet, donc effectivement le mouvement inverse. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs quand tu vois le prix d'Alphabet aujourd'hui, qui est quand même assez conséquent, quoi. Oui, alors je pense que Bill Ackman, il a joué le côté value, c'est-à-dire Microsoft Ouais. et Google, c'est la même chose. Et donc il y en a une qui est montée, il y en a une qui a baissé. Il va y avoir un retour à la moyenne entre les deux. Je vends le gros, j'achète le moins cher et je profiterai du retour à la moyenne. Et potentiellement, il va faire un petit billet comme ça. Je pense que Chris Hunn, lui, a joué le côté qualité. Donc Chris Hunn est un investisseur qui est un peu plus franco que les autres parce que parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent sur les discussions comme on a et avec l'audience qu'on a, Alors, évidemment. petite parenthèse, je précise juste que tous les super investors dont on parle, vous retrouverez leur portefeuille dans l'application Bagger. Il y a toutes les données, il y a le top 10 de toutes les actions détenues, les super investors, leur portefeuille, et également leur mouvement de trimestre en trimestre que vous pouvez regarder. C'est sur ça qu'on a basé la vidéo, donc on vous en fait un résumé pour ceux qui ont fini l'essai gratuit et qui ne sont pas abonnés. On vous donne encore du gratos. Donc ces super investors, ils sont obligés de te parler à demi-mot parce que nous, on connaît un peu ces histoires-là et on est à l'aise avec ces concepts-là et on a accepté notre destin de petites gens. Donc on essaye de tirer notre épingle du jeu sans avoir de tabou, mais eux qui gèrent des millions et qui vont acheter des boîtes comme UNH. UNH dont le PDG s'était pris une balle dans le dos ou je sais pas où à Ouais. New York parce qu'il y avait énormément de profits qui étaient faits sur le fait d'être un petit peu borderline sur le remboursement des frais médicaux, tout ça. Donc il faut quand même jamais sous-estimer que tu as une partie du récit qui est ultra light et contrôlée par ces gens-là. Parce que certains, potentiellement, ont l'impression qu'ils jouent leur vie. Parce qu'à un moment donné, il y a des business qui font du fric aux dépens, malheureusement, aux dépens de quelqu'un, qui que ce soit. Alors, soit dans la chaîne de valeur, où tu as un fournisseur ou un client qui se fait pressuriser, soit en fait, en ne tenant pas ses promesses, tu es une assurance, tu encaisses les sous, puis quand l'assuré a besoin de tes sous, tu lui expliques que tu lui rends pas, ou alors tu lui dis je vais te les rendre, par contre, il faut qu'on fasse 10 ans de procès, sauf que si le mec il a un cancer, merci. Donc ça existe. Et tu as beaucoup de super investors qui sont très précautionneux et Chris Hunn un peu moins. Et lui, il t'explique clairement qu'il investit que dans des monopoles. Voilà, fin de l'histoire. Il te dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est les barrières à l'entrée. Faut que le business il soit monopolistique. Quand De tu toute fais façon, la tu le vois dans cartographie son de son portefeuille, portefeuille, c'est du monopole. C'est du Exactement, monopole. Visa duopole, Moody's S&P Global quasi duopole aussi, Canadian Pacific Kansas City et Canadian National Railway, c'est des monopoles, clairement parce que c'est impossible de concurrencer le C'est des fret monopoles. ferroviaire américain. Et Google, c'est aussi d'une certaine manière un monopole, hein, parce que aujourd'hui YouTube, que ce soit YouTube côté attention, niveau média, qui est aujourd'hui la plateforme la plus Et effet de regardée aux réseau. États-Unis, exactement, devant la télé, devant tout en fait aujourd'hui. Quand tu allumes ta télé, tu regardes YouTube, c'est impressionnant ce qui se passe. L'effet de réseau est absolument monumental. Et en plus de ça, tu as aussi, je dirais, un monopole sur les PME via le Google Workspace qui est juste
incontournable aujourd'hui. Tu fais rien sans un compte Google Workspace. Ils ont beau augmenter le prix, je crois que je l'avais déjà dit dans un autre podcast, je sais plus, ils ont passé les prix de 7 euros par utilisateur à quasiment 14 euros par utilisateur. Bon, ben on les paye en fait, on n'a pas le choix parce que Google Workspace, ça permet d'avoir Gmail, ça permet d'avoir Google Calendar, Google Meet, Google Drive, enfin bref, c'est indispensable aujourd'hui. Et quand tu es une petite boîte, tu vas jamais aller prendre la solution Microsoft, ça te sert à rien. Donc, tu as ça, tu as aussi Google Search, évidemment. Et Google Search, c'est ce que je t'avais dit d'ailleurs, hein, Google Search, je pense que le mot, il est mal compris parce que c'est pas juste la recherche. Google Search, c'est Google Maps et ça, c'est probablement leur plus gros avantage compétitif parce que n'importe quel business aujourd'hui de proximité, enfin business physique, s'il n'est pas sur Google Maps, s'il n'a pas des notes, s'il n'est pas référencé sur Google, il est mort. Parce que soit tu fais ta recherche pour trouver ton restaurant sur Google, soit tu demandes à GPT, sauf que GPT, il va aller chercher sur Google Maps. Donc en fait, les recommandations qu'il te le fait, il te le fait sur la base de données Google Maps, sur les Google Reviews. Et si t'es pas référencé sur Google, t'es mort en tant que petit business. D'ailleurs, il y a un podcast bonus qui va sortir avec Jean cette semaine. On a fait un petit podcast, je crois que je te l'ai même pas dit. On a fait un petit podcast d'1h30 la samedi super. matin. Donc ça sortira en Super. bonus, c'est déjà sorti à l'heure où vous écoutez ce podcast. Et justement, tu vois, il Ah, en je l'ai pas parlait vu. sur sa miroiterie, il dépense 7000 balles par an de référencement Google pour que quand tu tapes miroiterie Paris sur Google, tu tombes sur sa miroiterie. Et tu as la moitié de ses clients qui le trouvent comme ça. Donc en fait, c'est juste indispensable aujourd'hui. Moi, tu vois, quand je cherche un resto, je regarde sur Google Maps. Et la dernière fois, à Brive, là, j'ai trouvé un super restaurant arménien qui est vraiment hyper bon. Les serveurs sont super. Enfin bref, tout est génial. Comment je l'ai trouvé? Parce que c'était le restaurant le mieux noté de la ville sur Google Maps. Donc en fait, t'as pas de. Enfin, l'avantage compétitif, c'est un monopole. C'est clairement un monopole de la recherche, des PME et de l'attention avec YouTube. Et c'est bien, bien meilleur comme business model, je trouve, qu'un Disney ou qu'un Netflix. Parce que Disney et Netflix, le problème, c'est qu'ils ont des licences, ils ont des franchises, et qu'ils sont en train de les tuer. T'as l'impression que toutes les marques aujourd'hui qui ont une marque Se reconnue, suicide, qui ouais. ont une franchise reconnue, ils se font tous la course pour se suicider. Donc t'as eu Jaguar avec son rebranding absolument catastrophique. T'as Disney qui est en train de flinguer toutes ses licences, et visiblement, ils ont toujours pas compris la leçon, et ils continuent de le faire avec Malcolm. T'as Netflix qui fait des séries plutôt moyennes. Quand tu vois la dernière saison de Stranger Things, tu te dis bon, ils auraient pu s'abstenir. T'as même Ferrari qui commence à s'y mettre avec sa Ferrari Luce qui ressemble à une Apple Mouse, là, Magic Mouse. Donc tu te dis putain, mais c'est vraiment la course à qui va flinguer sa marque en premier, tu vois. Et moi j'aimais beaucoup justement l'entreprise en bourse Games Workshop, qui est l'entreprise anglaise hyper qualitative. Vraiment, quand tu regardes les chiffres, elle est magnifique. Beaucoup de skin in the game, une croissance des revenus exceptionnelle, des marges exceptionnelles. Et c'est l'entreprise qui fournit notamment les licences Warhammer et Warhammer 40 000. C'est les petites figurines, mais pas que, parce qu'ils ont aussi beaucoup de livres, ils ont des jeux vidéo, ils vont faire une série sur Netflix. Mais typiquement, moi, c'est le genre de boîte aujourd'hui. Tant qu'on a ces problèmes de flingage de licence, je n'y vais pas. Parce que demain, il suffit qu'ils te sortent une série complètement pourrie, justement à la Netflix, qui est plein de trucs wokistes et qui flingue la licence. C'est fini en fait. Tu peux pas faire confiance à ces marques-là pour faire perdurer leur héritage aujourd'hui et c'est très dur. Et ça, c'est un problème que Google n'a pas avec YouTube parce que c'est pas eux qui font le contenu. Sur YouTube, c'est les créateurs qui font le contenu pour eux. Ils ont rien à faire. Ils ont du contenu gratos, enfin, quasiment parce qu'ils te rémunèrent, même si c'est peanut. Hein, clairement, les revenus YouTube, c'est vraiment que dalle. Pour vous donner un ordre d'idée, je peux vous donner les chiffres, je m'en fous. YouTube sur la chaîne Equinvest, ça rapporte 250 € par mois, quoi. Tu vois, c'est pour le nombre d'abonnés, le nombre de vues, c'est ridicule. Bagger, ça rapporte un peu plus parce que vu qu'on a des formats longs, on est aussi à 250 € par mois, mais c'est ridicule. Donc en fait, YouTube, ils ont du contenu quasiment gratuit. C'est une machine à fric, ce truc. C'est une machine à fric et moi je suis plutôt en faveur du move de Chris Hahn de la vente de Microsoft pour l'achat de Google. Alors Google, on en a parlé 200 fois et vous savez que je suis sorti pour plein de raisons, mais c'est plus par rapport à des caractéristiques du marché, c'est-à-dire à quoi va ressembler parce que l'IA est en pleine croissance.
Sauf que des marchés en pleine croissance, il y en a eu plein, avec des révolutions de fou au XXe siècle, avions, télévision, ce que tu veux. Il faut qu'il y ait une caractéristique oligopolistique où chacun trouve sa place et personne marche sur ses plates-bandes. Et il y a un minimum de pricing power qui fait que tu fais des profits. Si tu es dans un marché en ultra croissance et qui change la face du monde, mais qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, il n'y a pas de profit. C'est de la croissance sans profit, c'est aussi simple que ça. Donc l'intérêt de suivre Chris Hohn plutôt que Bill Ackman, c'est qu'on sait que lui ne priorise pas la value. Bill Ackman est capable de faire des coups. Hein. Bill Ackman, il a fait des coups Ah oui, mais il est très exceptionnels. value de toute façon, Bill Ackman, dans son approche. C'est pas un investisseur quality, Voilà. c'est un activiste value. Exactement. Il fait des coups. Et c'est tout à fait louable et il faut en faire. Et moi, je me suis refusé d'en faire certains parce que je voulais me la péter en mode je suis activiste, je suis à long terme et machin. Mais quand il y a un coup, faut le faire avec 1% du portefeuille. Faut pas s'y limiter, quoi. Donc faut avoir toutes les cases dans son cerveau. S'il y a 10 balles à ramasser par terre, faut les ramasser, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on s'est mis un habit de moine en mode ça y est, je suis un adepte de la secte Quality, Warren Buffett ou je sais pas quoi. Non, s'il y a 10 balles par terre, tu te baisses et tu les ramasses, quoi. Mais après, il y a le portefeuille de Bill Ackman qui va beaucoup vers ça, et le portefeuille de Chris Hohn qui n'y va jamais. Donc l'avantage du portefeuille de Chris Hohn qui n'y va jamais, c'est pas du coup un avantage pour gagner des sous, c'est un avantage d'observateurs comme nous qui sait où sont les coûts à faire sur le long terme par business monopolistique qu'un gars a prévu de garder 10 piges. Ça, tu le vois dans le portefeuille de Chris Hohn. Et quand tu regardes le portefeuille de Bill Ackman, tu as des coûts sur 6 mois. Ouais. En plus de position long terme, tu vas avoir quelques éclairs de génie où il faut comprendre où est le coup du moment pour essayer de le comprendre pour l'activité intellectuelle, mais tu peux pas forcément le refaire non plus, quoi. Exactement, c'est typiquement ce qu'il avait dit d'ailleurs quand il est rentré sur Uber. Uber, pour lui, c'est un coup. Il a prévu un x3 dans les 2 ans, il l'a dit noir sur blanc quand il s'est positionné sur Uber, et terminé. Tu sais très bien que si Uber fait x3, il va revendre sa position et il va passer à autre chose. Tout à fait. Il y a une autre différence, et après on revient un peu sur Google, mais pas pour parler de Google, pour parler de la valeur qu'il y a derrière. Ce que j'aime bien chez Bill Ackman, c'est qu'il a beaucoup de business qui sont ce qu'on appelle des royalties. Ouais. Et ça, en fait, quand tu regardes le capitalisme de coin de rue, hein, entre guillemets, le capitalisme de la vraie vie, en fait, il n'y a que 2 façons de faire du fric, quoi. C'est-à-dire, soit tu as un monopole de quoi que ce soit, puis tu es le seul, et puis tu fixes tes prix, et puis tu as la seule entreprise qui livre du gravier dans un village, tu as un petit monopole local, et puis tu en as une autre dans le village à 30 km à côté, mais personne ne va faire livrer du gravier depuis 30 km. Et donc le gravier, ça vaut rien, mais tu peux faire de la marge parce que tu es le seul et que tu as un monopole local. Et puis, tu as le business de royalties qui, lui, peut se permettre d'avoir des business ultra concurrentiels. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tu peux faire du fric quand tu dis à des gens, regardez, il y a une tendance, ouvrez un Subway. Bah, c'est un truc magnifique. Tiens, un mec à Marseille, il va ouvrir des Subways dans 2-3 rues. C'est en pleine croissance, il y a des gens, tout ça. Puis le mec, il va galérer. Faut ouvrir les trucs, tu t'embêtes avec les employés. J'ai évité le gros mot, là, Hugo. Tu fais tous les efforts, tu empruntes à la banque, tout ça. Et toi, tu es sur la tendance, qui n'est pas forcément profitable, parce que 3 ans après, tu as le mec en face de toi, il ouvre un testi-crousti, et puis t'es foutu. Et puis t'as tous ces business de franchise qui sont sur des tendances ultra locales de moment, quoi. Enfin, moi, il y a 20 ans, on avait regardé d'ouvrir un Lady Fitness à Aix-en-Provence parce qu'on pensait qu'il y avait le fitness avec des salles que pour les femmes qui allaient arriver. Enfin, peu importe. Mais c'est ultra local, ça dure 5 ans. Et la franchise qui te vend ça derrière, en fait, elle te prend une part du chiffre d'affaires. Donc, elle prend aucun risque. Elle te vend
Elle te vend le marketing à l'échelle nationale, elle te vend la marque et le cahier des charges. Donc, elle s'occupe de la confiance avec les clients et puis elle te prend une redevance qui est fixe alors qu'elle n'a pas elle a pas de capex, elle n'a pas d'investissement, tout ça. Et elle a une rente sur du chiffre d'affaires, elle n'est pas indexée. Alors, tu as plusieurs modèles, mais les meilleures franchises et les meilleures royalties, en fait, ils te prennent une part du chiffre d'affaires. Et puis, si tu perds des sous, tu vas te faire voir, quoi. Donc, pour moi, c'est les deux seuls vrais modèles du capitalisme qui te font gagner de l'argent. C'est le monopole et la royalties. Ça m'appartient et vous me donnez une part du fric et moi, je ne fous rien dans mon coin. Et je crois que si je te dis pas de bêtises, je crois que c'est Jean-Pierre Pernaut qui s'occupe de la marque l'OM. L'OM est une boîte éclatée. Pas le club. Je parle vraiment de la boîte. Elle est segmentée en plusieurs boîtes. Et t'as la marque qui n'est pas dans le club. Quand t'achètes l'OM, la McCourt qui avait acheté l'OM il y a très longtemps maintenant, n'est pas propriétaire de la marque l'OM qui est dans une entité annexe dont le président est Jean-Pierre Foucault. Et ce genre d'entité annexe, Jean-Pierre Pernaut, non, Jean-Pierre Foucault, le présentateur de... Tu connais pas? Tu n'as jamais regardé la télé? Non, jamais regardé la télé. Quand même. Jean-Pierre Foucault, bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'élection de Miss France. Tu connais pas? Peut-être que je l'ai déjà vu, mais... C'est vrai? Putain, mais non, incroyable. On est vraiment en 2026, hein. Je suis vraiment vieux. Hein. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a plein de boîtes qui organisent en fait des fuites d'argent vers des entités, alors soit en dessous, soit au-dessus, où ils vont pomper du fric dans une entité où il n'y a pas de frais ou machin, puis tu as juste 2-3 actionnaires avec des cigares dans des loges au stade de foot, et eux, ils prennent de la thune parce qu'ils ont créé un espèce de contrat qui fait qu'un business leur doit du fric. Voilà. Et puis c'est pas un monopole. Et puis le business peut souffrir. Il peut être ultra concurrentiel, tout ce que tu veux. Et puis ceux qui sont juste à côté, là, eux, ils pompent le fric dans la souffrance concurrentielle de tous les autres qui se battent pour faire tourner les McDo et les trucs ultra concurrentiels qu'il y a derrière, quoi. Et Bill Ackman fait beaucoup de franchises. Hilton, quand il est sur Hilton, c'est pas qu'il croit que l'hôtel c'est porteur. C'est parce que Hilton c'est une franchise. Ils vendent de la marque. Vous êtes un hôtel quelque part, vous voulez attirer des gens. Tu le vois dans Restaurant Brands, tu le vois aussi dans Universal Music Group. Il avait notamment eu pas mal de positions dans Universal Music Group, qu'il n'a plus aujourd'hui d'ailleurs, je crois. Mais Uber, c'est pareil. Il aime bien le royalties. Ouais. Tout à fait. Je t'en prie. Tout à fait. Écoute, ensuite, on peut rapidement, avant de passer peut-être à Buffett, après, on peut rapidement parler de Dave Kantesaria. Moi, c'est aussi un investisseur que j'aime beaucoup. Il a fait notamment 2-3 podcasts sur The Investors Podcast aux États-Unis qui sont super intéressants. Donc, Dave Kantesaria, lui, pour le coup, il se rapproche beaucoup plus d'un Chris Hohn. Donc, il va être vraiment quality, très long terme, très très concentré, et sur du business monopolistique également. Donc lui, il a le fonds Valley Forge Capital Management qui explose le S&P 500 depuis sa création en 2007. Il a plus de 3 milliards d'actifs sous gestion et d'ailleurs il se revendique de la discipline de Warren Buffett et Charlie Munger. Et d'ailleurs ça se voit quand je te disais des monopoles, son portefeuille c'est encore pire que Chris Hohn, c'est-à-dire qu'il a du FICO en première position, donc Fair Isaac. Personnellement j'aime pas du tout cette boîte pour plein de raisons, mais je pourrais peut-être dire pourquoi après. S&P Global, pareil, deuxième position. Ensuite Mastercard, forcément, Moody's, ASML. ASML c'est un monopole technologique, Visa et Intuit. Intuit, c'est une boîte très intéressante. Alors, je peux toucher 2 mots sur FICO et sur Intuit. FICO, je l'ai analysé il n'y a pas longtemps. Je comprends le business, mais c'est plus un monopole et j'aime pas la boîte pour plein de raisons. FICO, c'était un monopole il y a quelques années, oui. C'est plus le cas aujourd'hui parce que justement, ils se font taper par le régulateur et que tu as le Vantage Score qui est en train de prendre des parts de marché. Et surtout, le gros red flag pour moi avec FICO, c'est qu'ils n'ont pas de croissance. FICO, toute leur croissance vient de l'augmentation des prix, du pricing power, et ils n'ont pas de croissance organique. Et ça, c'est un énorme problème
Pourquoi? Parce que s'ils se font couper, s'ils se font couper leur pricing power par les régulateurs, le gouvernement américain par exemple, qui leur disent bah, aujourd'hui, vous voyez bien, les Américains n'arrivent plus à acheter de baraques, le marché immobilier y souffre, les taux d'intérêt sont trop hauts, et vous avez les méchants credit scores qui en plus vous pompent votre fric. Donc les credit scores, c'est fini, vous arrêtez d'augmenter vos prix et vous gardez vos prix, vous êtes capé, finito. Bah, en fait, FICO, il n'y a plus de croissance. Non seulement ça, mais en plus ils sont extrêmement endettés parce qu'ils ont racheté leurs propres actions avec du levier à des prix absolument délirants. Ils ont fait des rachats d'actions à plus de 100 PE et ils ont beaucoup de SBC également. Donc pour toutes ces raisons, moi j'aime pas du tout le business de FICO. En plus c'est vraiment du 100% américano-américain, hein. C'est que de l'US. C'est un marché très très particulier en termes de crédit là-bas, parce que contrairement au marché français, en fait le marché français au niveau crédit immobilier, il est hyper simple, hein. Tu as des taux sur 20 ou 25 ans, tu vas voir une banque, la banque te prête de l'argent, tu rembourses ton crédit à la banque, c'est la banque qui détient ton crédit au bilan. Terminé. La banque, elle regarde tes revenus, ton CDI, 3 fois le montant du prêt, paf, ta capacité d'endettement, c'est fini. Aux États-Unis, ça se passe pas du tout comme ça. Parce que les banques te prêtent pas sur la base de tes revenus, mais sur la base de ton credit score, du coup, le fameux FICO score ou le Vantage score. Et les crédits ne sont pas conservés par les banques au bilan. Ils sont revendus ensuite à Freddie Mac, je sais plus quoi, là, les deux. J'oublie le nom à chaque fois de ces deux boîtes là. Bref, vous voyez de quoi je parle. Sous C'est forme pas des banques, de c'est pas des banques ça, Freddie Mac, Fannie non, Mae et compagnie? c'est des courtiers en crédit en quelque sorte. C'est-à-dire Ah qu'en fait, d'accord. ils vont packager, ils vont revendre les crédits à Fannie Mae, Freddie Mac. Voilà, ça y est, je les ai. Donc les banques revendent leurs crédits. Fannie Mae, Freddie Mac les compilent. Ils en font des instruments financiers sous forme de MBS, donc Mortgage Bond Securities, qui sont ensuite revendus sur le marché, packagés dans des obligations, tout ce que tu veux. Et en fait, c'est pas la banque qui détient ton crédit. Donc le FICO score et le Vantage score, il a deux objectifs. Premièrement, de calculer ta capacité d'endettement auprès de la banque, mais ensuite, pour que la banque puisse revendre son crédit sous forme de MBS à une certaine note, triple A, double A, peu importe. Ouais, Donc c'est ça me hyper rappelle beaucoup important. la crise de 2008, ton histoire là. Évidemment, évidemment. Donc le marché du crédit américain, déjà, il est extrêmement particulier et c'est pas du tout le marché du crédit français. En plus, tu as les taux variables là-bas, tu as vraiment plein de choses qui n'ont rien à voir. Et voilà, tout ça pour dire que j'aime pas du tout le business. Donc FICO, j'y vais pas, et en plus, c'est toujours très très cher, je trouve. Et Intuit, c'est ma nouvelle idée. C'est-à-dire que j'ai acheté du Intuit là, début juin, j'ai acheté du Intuit et j'ai acheté du Meta. J'ai renforcé du Meta. Intuit, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on bosse avec des fournisseurs américains. Et que ces fournisseurs américains, ils veulent nous pomper du fric, hein, comme tout, comme tout fournisseur. Et quand ils nous envoient des factures en dollars, ils nous envoient des liens QuickBooks en fait pour payer. QuickBooks, c'est le logiciel de compta qui est utilisé par absolument toutes les PME aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord. C'est l'équivalent de Penny Lane en France pour ceux qui utilisent Penny Lane. C'est la même chose. Bon, évidemment, c'est indisruptable par l'IA, hein, parce que tu as un double moat. Tu as non seulement le client qui est habitué, mais tu as tous les comptables qui travaillent avec QuickBooks depuis 10 ans et qui n'ont pas envie de changer leur process. En plus de ça, ils ont TurboTax, donc le logiciel de déclaration d'impôt aux États-Unis, parce que là-bas, tu n'as pas impôt.gouv.fr, ils sont encore à l'ancienne avec les formulaires, donc tu es obligé d'utiliser un logiciel pour déclarer tes impôts, sinon c'est l'enfer. Donc TurboTax, QuickBooks, ils ont aussi 2-3 autres trucs, ils ont du Mailchimp par exemple. Mais tout ça pour dire que cette boîte, elle s'est faite massacrer, mais limite plus que les autres. Elle a perdu 65% depuis ses plus hauts. Et elle À est cause à de l'IA? 12. Ouais. Et elle est à 12 de price to free cash flow. C'est juste du délire. Si tu fais une hypothèse extrêmement conservatrice, tu arrives à une marge de sécurité de plus de 50%. Donc j'en ai acheté un petit peu. Je vais peut-être la renforcer également parce que j'ai l'impression que sur les SaaS, le narratif est en train de changer et qu'on a vraiment touché le point bas de la SaaSpocalypse. Tu le vois, tous les prix des SaaS commencent à se stabiliser, à remonter un petit peu. Tu as ServiceNow qui commence à remonter, Constellation Software qui commence à remonter, Intuit qui commence également. T'en as acheté? J'ai acheté Constellation Software, ouais. Ah, c'est bien. La semaine c'est dernière, excellent. ouais. Et voilà, Vas-y, tout ça continue, pour on dire peut en parler un peu. Intuit, pour moi aujourd'hui, en termes de rapport non disruptable, QuickBooks et qualité du business et tous les chiffres qui vont bien,
pas trop d'abus de SBC, ils sont à 30% de ratio SBC sur free cash flow, ce qui est beaucoup, mais ce qui est moins que ServiceNow par exemple, qui a plus de 40%, c'est juste délirant, tout. Ils se rincent en SBC ServiceNow, et puis surtout 12 de price to free cash flow, tu peux pas faire mieux. Donc bon, je suis assez convaincu par cette position, mais tu vois, tu parlais de coût tout à l'heure, Intuit, je la vois peut-être plus comme un coût que comme une position long terme, parce qu'en termes de timing, je trouve ça intéressant en ce moment, et potentiellement, si elle revient à des prix, si elle refait un x2, x3, c'est pas une position que je me vois garder pendant 10-20 ans, quoi. Voilà, pour Et j'ai Dev pris Canté Saria. Constellation Software pour la même raison, parce qu'on a le débat depuis 6 mois. Et je trouve que Intuit, il y a un scénario où c'est tellement gros que soit tu perds de la valeur dans la valeur client, parce que j'imagine que c'est un SaaS qui fait payer à la licence d'utilisateur par personne. Et je Ouais. pense que si le SaaS est non disruptable, parce que l'IA a vocation à se servir des outils existants. Ça, pour moi, c'est clair, c'est établi. C'est-à-dire que l'IA en soi ne sert à rien. Et dès que tu as un outil propriétaire ou mission critical qui est là, plugger une IA dessus est très intéressant, mais parce que tu la plugues dessus. Mais l'IA en elle-même, si elle n'a pas accès à des données propriétaires, je vois pas à quoi elle sert. Enfin, à part à demander si le grain de bocté t'a pris en photo dans ton dos, tu dois aller le montrer. Non, mais voilà, on en discutera une autre fois. Mais donc, ce qui me fait un poil peur quand même sur toutes ces histoires-là, je suis d'accord avec toi sur la résistance de ces outils, parce que ce sont des outils dont l'IA a vocation à se servir. Je pense qu'elle existe et qu'elle n'est pas à remettre en cause. Il n'empêche que l'utilisation de ces outils peut vachement s'accélérer par l'IA. Et donc, du coup, tu peux vendre aussi moins de licences, moins de sièges. Donc, l'utilisateur unique, une boîte avant s'achetait 10 licences de je ne sais pas quel logiciel pour faire tourner son service de compta ou de RH. Peut-être qu'aujourd'hui, on en a besoin plus que de la moitié. Donc, il y a un sujet sur la baisse de licences par personne dans laquelle il faut que les sociétés convertissent leur business model de vente. Alors, pour moi, il existe toujours celui-là. Le gros avantage quand même, je trouve, de tout ça, c'est que QuickBooks, c'est payé par les comptables, comme Pennyline en France. Hein, c'est pas la société qui va payer Pennyline, c'est le comptable qui paye sa licence et qui te le fournit. Et surtout, tu as cet aspect régulation, délégation de la responsabilité dont on a déjà parlé, et non capacité d'erreur qui fait que tu ne peux pas le déléguer à de l'IA. C'est-à-dire que demain, tu as beau avoir la meilleure IA possible, tu ne peux pas déléguer ta compta à l'IA parce qu'il suffit qu'elle fasse une connerie et c'est toi qui en tort. C'est toi qui vas payer les pénalités, c'est toi qui vas payer les pénalités de retard. Pareil pour tes impôts. Si tu déclares tes impôts, jamais tu vas faire ta déclaration d'impôt avec l'IA, ou alors tu vas recalculer les chiffres 3 fois. Mais tu ne peux pas, parce que s'il y a la moindre erreur et que tu te fais rattraper par le fisc, c'est toi qui payes, c'est toi qui es en cause. Peu importe si tu l'as fait avec ChatGPT, Gemini, machin, ils sont pas responsables. Donc ouais, oui, alors tu as peut-être effectivement un impact sur les licences, et encore que, quand tu vois les comptables aujourd'hui, je suis pas sûr. Déjà, ils ne peuvent pas se servir de l'IA, faut le savoir. Pour la majorité, ils ne peuvent pas s'en servir parce que tu as le secret professionnel qui fait que tu ne peux pas envoyer toutes les données comptables d'un client à Claude, par exemple, parce que ça part sur le cloud, tu sais pas où ça part, donc en fait, tu peux pas t'en servir. Pareil dans le droit, pareil pour les avocats. Donc pour moi, tu as quand même une barrière à l'entrée et une barrière à l'IA et un avantage compétitif sur Intuit qui est bien plus grand, en tout cas personnellement, qui me paraît bien plus grand que Adobe, par exemple, tu vois. Mais Adobe, le problème d'Adobe, c'est surtout la concurrence. La concurrence qui est absolument féroce. Je suis d'accord avec Voilà. toi, 100%, et Ouais. tous les arguments. C'est pour ça que je suis rentré sur CSU. Il n'empêche que le comptable qui va utiliser ce genre de logiciel et dont il ne pourra pas s'affranchir, y compris pour des raisons de confidentialité, tout ça, il n'empêche que dans un cabinet, lui aussi, il avait des réunions à la con. Oh putain, encore un gros mot. Faut que j'arrête. Où que tu sois, dans n'importe quelle boîte que tu sois, l'IA peut te dégager du temps
parce que les mails, parce que les résumés, parce que les réunions, parce que si, parce que mi, parce que machin, et peut-être qu'un comptable aidé de l'IA dans un cabinet qui va faire l'effort pour justement bouffer les autres cabinets qui vont pas le faire, va justement organiser l'à côté de la responsabilité qui bouffait potentiellement dans les endroits les plus dysfonctionnels. Dans les entreprises les plus dysfonctionnelles, tu as l'impression que ce tralala, ça te prend 50% de ta semaine. Il faut être très clair. Donc, il va y avoir des entreprises ultra optimisées avec l'IA pour les à côté qui vont permettre justement à ce que le mission critical du software soit assuré par moins de personnes parce qu'elles ont plus de temps dans la semaine. Ça reste pour moi un sujet de masse de besoin de licence. Puisque une personne peut potentiellement faire 2 fois plus qu'avant parce qu'on lui a enlevé les à côté. Mais sur tout ce que tu as dit, je suis 100% d'accord. Je rajouterais par exemple sur le modèle CSU, donc Constellation Software, qui est cette espèce d'ETF qui rachète tous les logiciels de niche mission critical. C'est ça leur business model. Logiciel de niche, mission critical. Le client est entre guillemets verrouillé. Il a un process critique de son business qui passe par le logiciel. Il n'a pas vocation à prendre le risque de le changer. Une solution moins chère ne l'intéresse pas parce qu'il y a le risque trop important du coût de la conversion. C'est ça le mission critical, c'est surtout le switching cost du client qui ne va pas vers une solution moins chère, au même titre que Airbus, qui dessine ses avions avec Dassault Systèmes, a un panel incroyable de solutions gratuites de dessin industriel de nos jours et préfère payer Dassault parce que conservation de l'actif numérique sur le long terme, peut-être 100, 200, 300, peut-être 500 ingénieurs et techniciens formés sur ce logiciel-là qu'il faudrait former sur l'autre, révision des process. C'est ça le switching cost. C'est que le gratuit coûte plus cher que ce que tu payes. C'est aussi simple que ça. Quand tu fais le bilan complet de ce que tu dois payer. Et j'ai envie de te dire que il y a un upside pour CSU qu'il n'y a pas dans Intuit, parce que là, on a parlé de la résistance à la disruption de l'IA. Moi, ce qui m'a intéressé dans CSU, c'est est-ce qu'il y a une opportunité ? Et je pense que du côté de CSU, il y en a une. Parce que CSU est une entreprise qui, historiquement, fait alors toi, tu connais mieux les chiffres que moi, parce que moi, au niveau de faire mes devoirs, j'ai jamais été très bon pour ça. Je les ai toujours fait 5 minutes avant que le cours commence, donc j'ai pas vraiment regardé les chiffres encore. Mais je vais faire mes devoirs avant l'examen. 24% par an de croissance sur le chiffre d'affaires depuis 2003, quoi. J'allais te dire au moins 15, mais je voulais pas mentir, tu vois, mais je savais qu'il y avait un bon chiffre, parce que tu m'en avais parlé, c'était dans un coin de ma mémoire, ça me suffit. Ouais, et puis quand tu regardes le free cash flow return on capital, il est à plus de 24%. Ils sont très très bons sur l'allocation de capital Constellation Software. Exactement. Et donc, mais pourquoi ils font ça? Et surtout, pourquoi le fait de faire ces retours sur capitaux investis, c'est-à-dire d'avoir une marge de manœuvre de cash dégagée chaque année pour acheter d'autres logiciels, c'est que justement, c'est une machine à rachat de logiciels. Et en fait, l'intelligence artificielle, débloquant les capacités de tout le monde pour créer du logiciel, tu vas avoir une explosion du logiciel de niche. Ce qui est potentiellement ce qu'on essaye de comprendre, si oui ou non ça va disrupter Intuit, et on se dit, dans le cas d'Intuit, non, parce que X, Y, Z. Mais il y aura plein d'autres cas où des gens vont faire des logiciels de niche et déloger ou prendre des parts de marché chez d'autres personnes pour faire des micro-logiciels mission critical, ce qui veut dire que le terrain de jeu de CSU, pour continuer à déployer ses cash flows avec ses taux de rentabilité historiques, va en fait grossir. Et il va y avoir énormément de mecs dans les 10 ans qui viennent qui vont faire du logiciel mission critical sur une petite niche que seuls eux connaissaient et qui, à 35 balais, vont vouloir encaisser, entre guillemets, le fruit de leur travail en revendant leur logiciel. Et ça sera CSU qui sera le mieux placé pour les racheter, avec certaines autres qui sont en compétition avec CSU. Donc j'ai choisi CSU par rapport au fait que là, je pense que en plus l'IA est un potentiel accélérateur de leur business et pas un disrupteur. Exactement, et en plus, donc non seulement ils continuent de racheter des logiciels à 100%, d'ailleurs s'ils veulent nous faire une offre de rachat, salut les gars, mais non seulement ça, mais en plus maintenant ils ont commencé à faire des prises de participation dans des boîtes, notamment une, alors pareil, je l'avais vu passer dans les résultats de CSU, mais je me rappelle plus du nom.
C'est une boîte, typiquement, quand tu parles de logiciel très niché, bah, c'est exactement ça. C'est un logiciel de gestion d'agence de voyage. Donc, tu vois, très niché sur une seule verticale métier particulière, très spécifique au business de l'agence de voyage, pas transposable au business de la boulangerie, par exemple. Donc, ils ont pris des participations dedans. C'est pas une boîte qu'ils ont rachetée en entier, et ça, c'est nouveau. C'est nouveau, ils l'ont fait que depuis cette année. Et en plus, ils ont aussi cette philosophie très décentralisée qui est très intéressante, puisqu'ils laissent toujours les managers à la tête des différents logiciels qu'ils rachètent, qui fonctionnent tous comme des boîtes indépendantes en fait dans CSU, mais qui juste en fait reversent des royalties. C'est ce que tu disais au vaisseau mère, qui ensuite redéploie ses royalties pour acheter encore plus de logiciels et percevoir encore plus de royalties. Et en plus de ça, ils ont pas mal de filiales décentralisées qui sont semi-indépendantes. Typiquement, ils ont fait le spin-off de Topicus et de Lumine. Donc Topicus, alors ils ont toujours beaucoup de parts dedans, hein, mais tu peux l'acheter séparément. Topicus, c'est une boîte cotée, je sais plus où, mais c'est en gros le CSU spécialisé sur l'Europe. Donc eux, ils rachètent des VMS en Europe spécifiquement. Et c'est très intéressant. Pourquoi personnellement j'en ai pas encore racheté? Parce que c'est déjà la première pondération de mon portefeuille en termes de capital investi. Donc dans une Ah, c'est optique vrai? de... Ouais. Alors c'est pas aujourd'hui la première position parce que forcément elle a beaucoup baissé, donc elle est quelque part à 7% de mon portefeuille. Mais si tu prends, parce que dans Bagger tu peux mettre ton pie chart de position en montant investi et pas en montant total. Et en Ouais, il est montant top ce logiciel. investi, c'est top, hein. Et en montant investi, elle est top Faudrait que 1. je, C'est ma première faudrait que conviction en j'aille montant voir des investi. fois. Alors, alors si jamais je refous encore des cartouches dessus. Donc voilà, pour pas que. Parce que le jour où elle va remonter, et je suis persuadé qu'elle va remonter, si elle commence à prendre 30% de mon portefeuille, ça va m'énerver. Donc j'ai pas voulu la renforcer à cause de ça. Mais sinon, évidemment, Attends, que là, je comprends pas le raisonnement. Dis-moi pourquoi. parce que vu que c'est déjà ma première position en montant investi, si Oui, jamais mais elle se fait t'as mis revaloriser. en pourcentage de montant investi. Tu vas pas me Si dire j'ai- que tu as peur de gagner de l'argent? Je comprends pas ce que tu dis. Non, mais c'est juste que ça me dérange de remettre encore du cash dessus alors qu'elle est déjà, j'ai déjà mis énormément de cash dedans, quoi. Oui, mais Donc au j'ai prorata préféré de. diversifier sur Intuit, sur le pari Mais logiciel. tu calcules comment ton capital investi? Tu le calcules par rapport à ce que tu as déjà mis ou tu le calcules par Par rapport à ce rapport que à ce tu que j'ai comptes mettre sur déployé les dedans. 5 ans qui viennent? Bah, je peux te Oui, donner sauf les que tu vas chiffres, déployer des hein. capitaux dans les 5 ans qui viennent. Alors attends, je Donc, vais tu te es, dire à quel exactement. pourcentage déployé dans CSU par rapport à tout le fric que tu comptes injecter dans la bourse dans les 5 ans qui viennent? Si tu le Ouais, regardes de c'est vrai cette que perspective-là, tu peux remettre un peu. Hein. je remettrai peut-être un petit peu encore. CSU, pour le coup, pour moi, c'est une position très long terme. Tu vois, là, Ah oui, oui, moi aussi. pas de débat. Tac, montant total, montant investi. Tu vois, elle est à 12,8% du portefeuille en montant investi. Et Ok. montant total, elle est à 7,3. Non, ça va. Ça va, mais si tu doubles ce que tu as mis en bourse dans les 5 ans qui viennent en termes de montant investi, bon, bah, tu divises ce chiffre-là par 2, quoi. Ouais. Ça veut dire que, parce que comme tu vas remettre de l'argent, tu vas acheter d'autres boîtes, et à la fin, si tu fais le bilan de tout ce que tu as fait à 33 ans en te disant, bah, j'ai 33 ans, j'ai mis en capital investi dans ton camembert bagger de capital investi, bah, tu n'auras pas mis tant que ça dans CSU au regard de ce qui va se passer, quoi. Mais je comprends. Je comprends ta logique. Il faut une limite à toutes les folies. et c'est quand même bien comme ça. Et Voilà. moi, je complémenterais qu'on est quand même aux premières loges avec Bagger. C'est quelque chose que j'aurais pas fait l'année dernière. Mais le fait quand même d'être aux premières loges, de te voir bosser pendant que je bois du café, pour comprendre ce qui se passe au niveau de ces disruptions IA et tout, et de à quel point ça met en danger les boîtes ou pas, ça a quand même pesé, dans ma prise de décision. Est-ce que tu veux nous parler un peu de Berkshire et de la folie de Berkshire sur le dernier trimestre là? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Eh ben, écoute, bah c'est la fin de l'ère Buffett, voilà. Alors je me rappelle plus que c'est la date exacte. Donc je pense que Buffett l'a annoncé il y a 1 an qu'il allait passer la main, et ça a été effectif fin d'année 2025.
Et donc là, on se retrouve à la publication des positions de Berkshire Hathaway au trimestre 1, le premier trimestre où le remplaçant de Warren Buffett qui s'appelle, tiens, j'ai perdu son nom, tu t'en rends compte, Greg Abel. Greg Abel, qui a donc assuré la fameuse grande messe de l'investissement qui était le Berkshire Hathaway Annual Meeting, où c'était un stade de foot rempli de 45 000 personnes quand c'était Buffett et Munger qui animaient cette grande messe de l'investissement sur ces 40 dernières années. C'est Greg Abel qui a eu 100% la main cette année. Et on découvre que Greg Abel a fait le ménage. Voilà. Donc la grande question qui se pose sur une boîte comme Berkshire Hathaway, c'est évidemment une boîte qui est spécialiste de l'allocation de capital. Et quelque part, j'ai l'impression qu'il l'a fait de la bonne façon, à savoir qu'il a reconcentré le capital en virant énormément de lignes qui pesaient 1 à 2% dans le portefeuille de Berkshire et qui était un petit peu à contresens des discours de Buffett, quoi. À savoir, il n'y a pas beaucoup de bonnes idées dans la vie, on n'a pas beaucoup l'occasion d'aller au buffet, donc quand on arrive au buffet et qu'il n'y a personne et qu'il y a toute la bouffe, on remplit bien l'assiette, à savoir, on mise fort. C'est vrai Quand il y a une bonne idée pas chère. Il a quasiment divisé par 2 le nombre de lignes dans le portefeuille. Hein. Exactement. Donc il a à la fois fait le ménage, ce qui donnait l'impression, je vire tout ce qu'il avait fait le papy. Maintenant que je prends la main, ça me concerne plus. C'est pas tout à fait vrai parce que tu avais aussi 2 gars qui s'appelaient Todd Combe et Ted Welchler qui s'étaient vus confier par Buffett des portions de capital, quoi que ce soit entre 2 et 10 milliards, je sais plus ce que c'était, et qui avaient la main eux-mêmes pour faire leur choix d'investissement en bourse, en mode ils sont dans leur bureau, ils font ce qu'ils veulent, on leur demande rien, et qui ont fait des bons coups. Et il y a une partie des positions qui sont liquidées, qui sont les leurs, parce qu'un des deux s'est barré. Je ne sais plus ce qu'il est allé faire. Il est allé il est devenu directeur d'une boîte je ne sais pas si c'est SP500 ou quasiment, mais il est passé directeur d'une grosse boîte. Donc ils ont liquidé son portefeuille, ça c'est normal. Hein. Personne peut surveiller les dossiers qu'il avait choisi lui, parce que c'était lui qui les comprenait. Donc voilà, il y a du recentrage, il y a de la vente, il y a de la liquidation de positions de mecs qui sont partis, donc il y a quand même beaucoup de mouvements. Et puis, ce qui m'a le plus interpellé, ça c'est pour le côté c'est normal, tout se passe bien, ne paniquez pas. Et puis, il y a 2 choses qui m'ont interpellé. Il y a le deal Google, on va en reparler. Mais il y a eu la vente du NH et l'achat de Delta Airlines. Et ça, c'est quand même perturbant parce que si tu veux, l'assurance, c'est quand même le cœur de métier de Berkshire Hathaway, on ne revient pas dessus. Mais c'est avec le flotte des cotisations d'assurance que Berkshire Hathaway a beaucoup de cash. Il y a une partie de ce cash que c'est du gain boursier ou de la vente d'Apple, mais il y a une autre partie de ce cash qu'ils n'utiliseront jamais pour investir parce qu'en fait, c'est du flotte d'assurance sur lequel ils ont des engagements de remboursement si jamais on les sollicite. Et ils ont vendu UNH. Alors, c'est quand même délirant, Hugo, parce que Berkshire Hathaway, Warren Buffett, l'assurance, Geico, National Liberty, là, je ne sais plus comment elle s'appelait, la première qu'il a achetée. Sur 1 an, j'ai fait mieux que Buffett dans l'assurance. Et ça, je comprends pas, tu vois. Parce que j'ai acheté UNH un peu mieux que lui. Et quand il n'avait plus la main, ils ont vendu quasiment à coût d'achat. Alors que moi, je suis à plus de 20%. Et ils se sont viandés ou ils ont perdu de l'argent dans l'assurance. Alors qu'il y avait un bon coup à faire sur cette boîte et qu'elle n'est pas du tout en train de péricliter. Donc ça, c'est déjà troublant que Berkshire Hathaway perde du fric sur un pari assurantiel. Bon, ça vend. Et ils ont pris le fric, pour une partie du fric, ils l'ont mis dans Delta Airlines. La dernière fois que Buffett a acheté Delta Airlines, alors que Buffett a toujours dit je n'investirai jamais dans les compagnies aériennes, parce que dans l'aérien, si tu veux, tu as cette problématique de la concurrence au niveau des lignes aériennes. Hein, tout le monde se fait la guerre et puis nous, clients, on sait très bien comment on se comporte devant le prix d'un billet d'avion. On cherche le moins cher. Fin de l'histoire. Quand tu prends l'avion, à moins que tu le prennes tellement souvent
que tu as besoin d'un certain niveau de confort, parce que sinon ça te flingue la journée et que tu es en business et que tu dois être en forme pour le lendemain, le raisonnement de la masse, c'est le comparateur le moins cher. Comparateur moins cher, c'est tellement le raisonnement de la masse que tu as le low cost Ryanair qui est l'une des boîtes d'aviation qui marche le mieux, parce que c'est ce que veulent les gens, quoi. Donc on revient pas dessus. Et pour gagner de l'argent dans le secteur, vaut mieux remonter la chaîne et donc passer sur le duopole de fabricants d'avions que sont Airbus et Boeing, ou même basculer sur des fournisseurs critiques comme les moteurs d'avion. Et puis tu as aussi Eico, qui est un business très intéressant dans ce milieu aéronautique. Ils font des pièces. Alors le problème d'Eico, c'est que c'est à 62 PE depuis 20 ans, alors c'est inachetable. Mais ils font tout ce qui est pièces à la con, tu sais, typiquement les ceintures de sécurité, les petits trucs comme ça. Et vu que c'est à chaque fois des pièces qui sont brevetées et surtout qui passent, tu sais, certains contrôles de sécurité et qui sont tamponnés comme étant respectant tout le cahier des charges pour pas que l'avion se pète, machin. En fait, tous les constructeurs d'avions utilisent les pièces de Eico et payent le premium justement parce qu'ils n'ont pas envie, ce coup d'incertitude, de prendre une marque concurrente et de se retrouver avec un crash et qu'on leur dise c'est à cause de ça, tu vois. Boîte très intéressante. La caractéristique que met en avant Chris Hahn pour les autres, celle sur les moteurs, et c'est pour ça que je disais que c'était très, très intéressant de surveiller son portefeuille à lui par rapport à sa revendication d'investir dans des monopoles, qui est beaucoup plus transparente que ce que font tous les autres à te raconter du blabla sur la croissance et tout. Lui, il t'explique que dans les moteurs d'avion, en fait, si tu as une barrière à l'entrée, le fameux moat, normalement, la conclusion logique, c'est qu'il n'y a personne qui rentre. C'est con, c'est auto-circulaire. Mais à un moment donné, si tu veux vérifier ta théorie de la barrière à l'entrée sur ton moat, il faut un petit peu regarder l'historique des nouveaux entrants. Et dans les bagnoles, des nouveaux entrants, t'en as tout le temps. En ce moment, les deux marques dont tout le monde parle, c'est BYD et Tesla. Des marques qui sont rentrées après quasiment 100 ans de Ford sur l'aventure voiture. Donc là, il n'y a pas de barrière à l'entrée et c'est démontré par la capacité de nouveaux entrants de rentrer, de prendre des parts de marché. Et sur les moteurs, il te dit, là, quand tu regardes, en 50 ans, il ne s'est rien passé. Voilà, parce que en gros, la complexité des pièces et compagnie. Et après, sur Airbus et Boeing, c'est à peu près le même sujet en termes de longévité sans nouveaux entrants. Maintenant, tu as les Chinois qui essayent de rentrer, mais c'est très très compliqué. Pour plein de raisons, pareil, de certification, de passer des accords pour que tes avions aient le droit de voler au-dessus des autres pays. Tu as toute une partie légale aussi qui est très compliquée avec l'aviation. Mais par contre, tout le monde est d'accord pour dire que la compagnie aérienne en soi, n'est pas du tout un business qui a des barrières à l'entrée, quoi. Ah non, parce que t'en as peut-être pas tous les ans, mais des Ryanair, des EasyJet, des machins, c'est quand même assez récent comme boîte, ces trucs, donc... Ça l'est, t'as des nouveaux entrants, mais il y a un phénomène dans la concentration qui fait que un marché qui était ultra concurrentiel peut devenir un marché qui devient non concurrentiel par la cristallisation d'une oligopole. C'était la thèse Micron. La thèse Micron, c'était la fin de la cyclicité de la rame par la concentration du marché sur 2-3 acteurs. Duopole à l'échelle de pays, duopole en termes de pays Amérique, Corée, et triopole si tu considères qu'il y a 2 acteurs en Corée avec Samsung et SK Hynix. Et quand tu arrives là, il n'y a plus la guerre des prix. Donc c'est le pari de Berkshire Hathaway sur Delta Airlines, parce que malgré le chaos des lignes aériennes et de tout le monde qui peut lancer sa compagnie aérienne, il n'empêche que sur 70 piges, le marché s'est concentré et que tu as 2 ou 3 acteurs majeurs aux États-Unis, dont Delta Airlines. Et là, tu as la création de l'oligopole et l'augmentation des prix qui peut en découler. Et puis l'effet de masse critique, parce que tu couvres absolument toutes les lignes, etc., qui fait que tu peux commencer à gagner des sous. Et Buffett avait accepté ce raisonnement.
après avoir dit pendant des années jamais je mettrai 1 € dans l'aviation, je les mets dans Delta Airlines. Et il a mis ça, allez, 24 mois, je n'ai pas envie de dire de conneries, mais quelques mois avant le Covid, quoi. Le Covid arrive et tous ces avions sont au sol. Et là, ils vendent tout. Et il a littéralement dit, la prochaine fois, malgré le fait qu'il pensait avoir eu un bon raisonnement, cohérent avec sa compétence sur ces questions-là, il avait quand même dit, non mais la prochaine fois que je vous parle d'acheter une compagnie aérienne, vous me mettez dans un asile avec une camisole, quoi. Et 3 mois après avoir quitté son poste, Greg Abel vend de l'assurance à perte et achète de la compagnie aérienne. Donc là, moi, j'ai été effaré. En termes de continuité et d'héritage de tout ce qu'a fait et a publiquement partagé Buffett sur ces 60 dernières années, j'ai trouvé ce move effarant, quoi. Je ne l'ai pas compris du tout. Je comprends l'oligopole Delta Airlines, je comprends. Mais entre guillemets, c'était un tabou sacré, quoi. Buffett avait dit tout sauf ça, quoi. Voilà. Donc, mais je t'en prie, on peut passer au move sur Google ou sur d'autres sujets avant qu'on y revienne, parce que Ouais. Mais d'ailleurs, tu me fais penser qu'il va falloir qu'on mette à jour ça dans Bagger et qu'on mette Greg Abel à la place de Warren Buffett sur Berkshire Hathaway. Mais oui, le move de Google, ils ont racheté du Google, je crois, au premier trimestre. Et en plus de ça, ils ont souscrit leur levée de fonds, là. Oui, ils ont acheté, c'est ça, ils ont fait... Tac. Ah, ils ont fait plein de ventes et ils ont fait 3 achats. Delta Airlines, Alphabet et... Alphabet, ils avaient déjà la classe A. Là, ils ont acheté la classe C et ils ont renforcé la classe A. Et Macy's. Macy's, je crois que c'était magasin... c'est un genre de galerie Lafayette, il me semble, Macy's aux États-Unis. Alors, je dis peut-être une connerie. Je crois que c'est du retail, ouais. Donc, oui, écoute, acheter du Alphabet, encore, ça, je peux comprendre. Mais toi, tu es content de la Valo en ce moment? T'achèterais à la Valo en ce moment? Non, par contre, j'achèterais pas à la Valo en ce moment. Ouais, c'est ça qui me choque. Ça, c'est... Je comprends pas. On en est à combien et tu payes combien de fois les cash flows en ce moment? On en est à 400, je crois qu'elle est à peu près à 400 en ce moment, Alphabet. Sauf que les cash flows baissent à cause des capex. Il n'y a plus de cash flow, là. Ils sont obligés de lever des fonds, donc ils sont obligés de diluer. Donc, écoute... Ils ont cramé tout leur cash flow. Oui, ils sont à 350 et en Valo, ils sont à 27 de PE et 68 fois le prix cash flow. Ouais. Voilà. C'est cher. Donc, je suis étonné. Alors, je comprends... Je sais quelque chose des raisonnements de Berkshire Hathaway. C'est une boîte que je connais très bien. Et il y avait quand même la partie Nifty 50, à savoir les marques. Et on en a déjà parlé au début. La marque a 2 caractéristiques très importantes. Elle en a plusieurs, mais elle en a 2 principales. C'est-à-dire que soit les gens la payent très cher parce qu'ils veulent s'associer à l'image de la marque pour que ça dise quelque chose d'eux. J'ai envie de résumer ça sous l'étiquette marque de luxe. Et puis après, tu as toutes les marques qu'on considère qui ne nous influencent pas, qui sont les marques de supermarché, quoi. Tu vois, tu as l'impression que les princes de Lu, ça n'a pas trop d'effet sur toi, quoi. Puis à côté, tu as la marque distributeur, et puis 80% des gens se disent la marque n'a pas d'influence sur moi, donc je prends la marque distributeur, puis de toute façon, je sais que c'est fait dans les mêmes usines, donc ça me va très bien. Et en fait, tu te rends compte quand tu vas dans un magasin de distribution classique, mais que tu es en voyage et que tu es en Espagne ou au Japon, tu te rends compte que tu es perdu. Et toutes ces marques que tu pensais ne pas avoir d'influence sur toi, en fait, la marque distributeur n'a de valeur que si elle est à côté de la marque premium. Donc, Auchan peut vendre un ketchup Auchan s'il est à côté de Heinz et Amora. Et vraiment, cette diminution du coût de recherche, le fait que nous tous, quand on va au supermarché,
on s'en rend pas compte, mais en fait, on est des Terminators, quoi. Tu passes et puis tu as les yeux qui balayent les rayons comme ça, bzzzt, et tu sais exactement ce que tu vas prendre et tout. Et tu fais tes courses en 5 minutes parce que ton objectif d'aller dans le même magasin et de prendre à peu près ce que tu as l'habitude de prendre, c'est que ça ne te prenne pas 4 plombes. Donc, il faut que ça soit rapide, il faut que tu fasses tes courses en 20 minutes, et puis tu prends des choses qui ne vont pas te décevoir, parce que pour le prix que tu payes, tu n'as pas envie d'avoir cette déception, de laisser du coup, de laisser erreur. Et vraiment, c'est très très puissant quand tu es à l'étranger, de se rendre compte de ces marques qui peuvent te mettre un premium très léger, quelques centimes sur tous leurs produits. Et ce centime est très précieux. Et en fait, tu le gagnes, tu partages la valeur avec eux, parce que eux gagnent cet argent, mais toi, tu as gagné énormément de temps. Et à l'étranger, tu vas faire tes courses. Alors, tu mets 2 heures, histoire de comprendre comment le magasin il tourne. Ou même moi, la dernière fois, je suis allé à Plan de Campagne, où tu es allé dans un magasin grossiste resto chinois, là. Mais tu passes 45 minutes dans le magasin, tu regardes les étiquettes, tu comprends pas ce que c'est, il te dit c'est des cornichons, tu regardes, on dirait que c'est des grenouilles. C'est complètement délirant, tu passes un temps fou, quoi. Donc, tu es ultra gagnant d'avoir des marques. Et tout ça, c'est le business de la confiance. C'est le business de la confiance. Et pour moi, Google est sur ce créneau-là. Le business de modèle de Google et ses algorithmes, c'est le business model de la confiance. Ce qui, potentiellement, peut remplacer les marques à certains égards. Comme tu disais tout à l'heure, soit tu fais confiance à la marque et tu vas à Burger King, soit tu fais confiance à Google et tu vas aux 4 étoiles sur 5 Google Maps pour le resto. Ouais. Mais dans les deux cas, c'est un mécanisme intellectuel de diminution de ton coût de recherche. Je veux pas trop m'embêter, je veux pas trop être déçu, et au revoir et merci, je fais confiance à la marque ou je fais confiance à Google. Voilà, donc si tu veux me dire où t'en es de la réflexion de Google, on peut continuer, mais après je vais te dire ce que j'en pense à ce niveau-là. Ouais, ce qui est très important avec la réflexion de Google, c'est qu'ils ont annoncé une levée de fonds absolument colossale, donc 80 milliards de dollars de levée de fonds, donc en dilution, hein, en nouvelles actions émises, qui a été portée à 84 milliards parce que tout a été souscrit, et ce serait la plus grosse augmentation de capital de l'histoire de la bourse américaine. À peu près 30 milliards d'offres publiques d'actions, 40 milliards d'émissions progressives et 10 milliards de placements privés réservés à Berkshire Hathaway, donc les fameux qui ont pris du coup 10 avec milliards de dollars dans cette levée de fonds, 5 milliards d'actions classe A et 5 milliards d'actions classe C, avec à peu près 6% de décote par rapport au cours du marché. Donc tout ça, évidemment, vous vous en doutez, c'est pour financer l'IA, c'est pour financer les capex colossaux qui deviennent maintenant à des niveaux absolument stratosphériques. On parle de 180 à 190 milliards de dollars de capex en 2026. Ils dépensent quasiment autant en capex que la capitalisation d'LVMH. Et l'année prochaine, ils prévoient encore plus en 2027. Tout ça pour développer évidemment des data centers, des TPU, donc les puces maison. Donc je pense que les semi-conducteurs ont encore de belles années devant eux. Réseau et interconnexion, donc là évidemment on parle de tout ce qui est Arista Networks par exemple. Infrastructure cloud, capacité de calcul pour Gemini évidemment. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser moi comme d'habitude j'arrive pas à avoir d'opinion sur ces histoires d'IA. Ce qui est sûr c'est qu'il n'y a plus de free cash flow chez Google, hein. Là ils ont cramé tout le cash. Ils émettent des obligations, ils diluent. Est-ce qu'ils vont avoir des retours sur capitaux? Il paraît que non. Il y a un article, je sais plus si c'est le Wall Street Journal ou je sais plus quoi, qui a fait les calculs et qui a dit que dans les 10 ans qui viennent, même s'ils faisaient je sais plus combien de croissance du chiffre d'affaires grâce à l'IA, en fait c'était impossible de rentabiliser les montants investis aujourd'hui, et que la seule action qui était rentable sur ces investissements, c'était Amazon. Toutes les autres étaient perdantes aujourd'hui sur ces investissements IA. Mais le deuxième point, quand même très 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 important, je pense, c'est que, je ne sais pas si tu as suivi cette stat, sur la croissance du PIB américain au dernier trimestre, 94% de cette croissance, c'est les data centers IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les capex injectés par ces boîtes, c'est la croissance du PIB américain.
s'il n'y a plus de capex, les États-Unis tombent en récession immédiatement. Donc la petite théorie derrière tout ça, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, ces boîtes, elles en ont un peu rien à foutre d'être rentables sur ces dépenses en capex et sur l'IA, tout simplement, puisque ça a un double intérêt pour le gouvernement américain. Ça a déjà évidemment un intérêt de défense nationale pour être leader dans l'intelligence artificielle vis-à-vis évidemment de la Chine. Mais le deuxième intérêt, c'est que grâce à ça, ils sont pas en récession et qu'ils ont toujours de la croissance du PIB. Donc en fait, la petite théorie, c'est que dans tous les cas, ils s'en foutent d'être rentables sur leurs investissements puisqu'ils vont être bail-out par le gouvernement américain qui va financer en grande partie leur croissance, que ce soit via des prêts à taux zéro ou des prêts à 1% potentiellement, que ce soit via des changements de régulation sur le secteur bancaire qui sont déjà en cours, notamment pour augmenter le levier du secteur bancaire sur les obligations américaines, ou que ce soit potentiellement via du quantitative easing bête et méchant qui va être injecté dans les marchés et qui va faire aller le prix des actions to the moon, hein, comme c'est le cas à chaque fois qu'il y a de l'impression monétaire aux États-Unis. Donc globalement, en fait, j'en sais rien. Et je pense que c'est impossible d'avoir une opinion sur cette histoire aujourd'hui. La seule chose qu'on peut faire, c'est regarder ce qui se passe et acheter ce qui nous semble être des bons achats, quoi. Alors, ce qui est certain, c'est qu'à l'instant T, Berkshire Hathaway a mis autant dans Google que ce qu'ils ont mis il y a 15 ans dans Apple. Donc ça, c'est notable. C'est-à-dire que c'est leur nouveau gros pari. Apple, qui était à un moment donné devenu, je sais plus, 30, 40, 50... C'était peut-être... Non, c'était pas monté à 50% du portefeuille de Buffett. Là, ils sont, Mais si je dis pas de bêtises, ils sont à 26%, je crois que j'avais vu. oui, mais ils en ont vendu là, ils en ont vendu beaucoup. 22%. Ils en ont vendu énormément du Apple. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est le nouveau wagon sur lequel essaye de se plugger Berkshire Hathaway. Et Buffett est toujours un petit peu à la décision à côté de Greg Abel. Il est forcément dans les discussions. S'il est toujours président, je ne sais pas trop quoi. Il est plus CEO. Mais ils essayent de refaire le coup d'Apple. La différence, c'est que, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque, quand ils rentrent à ce niveau-là d'investissement dans Apple, Apple est à 12 de PE. 11. Et là, on est et Apple a du cash flow qui est similaire au bénéfice. Alors que là, tu as le différentiel bénéfice-cash flow à cause du CAPEX. Moi, je pense que le fond de l'affaire sur l'IA, et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de marque, en tout cas moi, de mon côté, c'est de continuer d'être l'interface de confiance des gens parce qu'ils occupent cette place. Et pour moi, c'est la place qu'ils souhaitent avoir. Donc, je les verrais bien faire un deal avec Apple pour essayer d'avoir un espèce de nouveau pipeline. Avec Apple. Il est déjà fait sur Gemini ? Ils l'ont fait, ouais. Là, tu as la WWDC qui arrive lundi prochain. Personnellement, je vais la regarder en direct. J'adore ça. Je te recommande de la regarder parce que justement, ils vont annoncer les nouvelles features Siri. Apparemment, ils ont complètement revu Siri et ils y ont branché Gemini, en fait, tout simplement, quoi. Ils ont fait un gros deal avec Google. Ils ont arrêté de vouloir développer leur IA en interne. Donc effectivement, mais c'est pas plus mal parce que Apple va se concentrer sur le hardware, notamment avec le nouveau CEO John Ternus. Et s'ils arrivent à tout péter sur le marché des Mac et à continuer leur croissance sur le marché des iPhones qui a absolument bluffé tout le monde, là, avec les derniers, les iPhone 17 qui ont fait, je sais plus combien, 12 ou 16% de croissance, je sais plus, alors que c'est déjà une boîte qui a atteint normalement une masse critique impressionnante. C'est grâce à la Chine qu'ils ont fait autant de ventes. Ils sont en train de réavoir le vent en poupe en Chine parce qu'ils ont fait des couleurs un peu flashy. Apparemment, les Chinois, ils aiment bien quand ça claque un peu. Et voilà, s'ils font le deal avec Google, en fait, tu vas avoir du hardware Apple partout et dedans, tu vas avoir du software Google. Donc, c'est un bon deal. C'est un bon deal. Search pèse toujours 55% du segment chiffre d'affaires de Google. Le problème de Search, c'est que c'est un peu bâtard ce qu'il y a dedans, dans le sens où... Ils mettent tout maintenant dedans. Ils mettent l'IA. Tu as Google Search, mais voilà, tu as aussi toute la partie Google Maps. Donc... il faut comprendre ce que c'est Search. Il fut un temps où j'étais un investisseur solo sur Google quand personne n'en voulait. Et ma thèse de l'époque, qui est plus valable parce que
parce que en fait Google n'est plus Google, c'est aussi simple que ça, ils se sont auto-disruptés eux-mêmes. C'était très intéressant ce qu'était Google à l'époque, avant cette histoire de l'IA, parce qu'il fallait avoir un petit peu connu les années 90-2000, qui étaient par ailleurs, j'imagine, la continuité des années d'avant. À l'époque, mon père avait le magasin de fleurs dans le village, et si tu veux, le mot d'ordre, c'était l'emplacement. C'est-à-dire qu'un avantage compétitif dans un business, c'était trouver un bon emplacement dans une ville. Alors ça pouvait être la rue principale de centre-ville ou la rue qui est en face d'un parking ou qui a son propre parking pour ceux qui viennent en bagnole. Mais l'emplacement, c'était critique. Donc les 3 règles de l'immobilier ou du commerçant sont très connues à l'époque, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Voilà. Mais on te le sort encore maintenant. Hein. Si un jour tu essayes d'acheter un local commercial, l'agent immobilier te sortira que c'est les 3 règles de ton choix de local. Et ça compte beaucoup. Donc pourquoi ça compte beaucoup? Parce qu'en fait, on avait à l'époque les pages jaunes. Donc tu avais les pages blanches et les pages jaunes. Tu connais ça? Ça te dit quelque chose? Enfin, je connais deux noms, mais je m'en suis jamais servi. Sans déconner, quoi. La dernière fois, je te dis, prochaine fois qu'on fait un live, il faudrait le faire tous les samedis soirs après minuit. Tu me dis que tu sais pas ce que ça veut dire non plus. Tu sais pas ce que ça veut dire le samedi soir après minuit, le premier samedi du mois? Ah, mais tous ceux qui ont 40 balais en commentaire, ils vont te préciser en commentaire. et quand on avait les pages jaunes, c'était du ranking à l'alphabet. C'est-à-dire la lettre A, tu avais tous les magasins qui commençaient par A, et B, tous les magasins qui commençaient par B, et tu appelais les pros comme ça, plombier, ce que tu veux. D'ailleurs, le jeu à l'époque, et tu regardes toutes les boîtes à l'époque essayaient toutes d'avoir un nom qui commence par A, parce qu'elles voulaient être en haut des systèmes de tri de noms par rapport au fait que l'alphabet était prédominant dans tous les systèmes de tri. Et puis, il se passait ce qui se passait, c'est-à-dire que les gens prenaient quand même des habitudes. Ils prenaient des habitudes, ils allaient dans des endroits parce que l'emplacement, ils le connaissaient, donc ils allaient là-bas par destination. Et ils faisaient confiance, et puis tu avais quand même un petit peu de bouche à oreille. Et puis, comme je le disais, en fait, quand tu partais à l'étranger, tu n'avais aucun de ces repères-là. Et en fait, si tu fais le constat de ce que faisaient les gens à l'étranger pour choisir, tu partais en vacances, tu prenais pas les pages jaunes de l'Espagne si tu allais en Espagne pour choisir ton resto. Ça n'avait aucun sens. Ça restait un endroit où tu pouvais avoir un numéro de téléphone, mais jamais personne n'a fait la démarche. Déjà, ça se faisait quand même assez peu en France de chercher des boîtes dans des bases de recherche comme ça. Mais alors à l'étranger, ce que tu faisais, c'est que quand tu étais touriste et que tu arrivais dans un endroit où il y avait des touristes, tu blaguais avec le touriste qui était là depuis une semaine. Et puis, salut, vous venez d'où? Nous, on vient de Niort, nous, on vient d'Aix, nous, on vient de machin. Et qu'est-ce que vous êtes allé manger où? N'allez pas là, vous allez vous faire arnaquer. Et en fait, c'était la recommandation. Et quand Google est arrivé, Google a révolutionné la recherche avec le page ranking. Et en fait, ils ont synthétisé ça. Ce qui était la pratique, en gros, de blaguer avec les gens pour avoir le retour des gens. Ils ont matérialisé cette notoriété et ce côté je suis la référence. Donc dans le page ranking, tu avais le concept, c'est tout le search engine optimization, de référencement de ton site dans d'autres et compagnie. Voilà, le backlink et compagnie, c'est ça qui te faisait monter. Et puis après, tu as le côté Google Maps. Je paye pour être affiché, mais Google y rajoute quand même l'avis de l'utilisateur. Et tu as le 4 sur 5 sur Google. Et donc, en fait, ce concept-là n'a jamais changé. Le concept que les gens, pour choisir et diminuer leur coût de recherche et éviter l'essai-erreur, en fait, ils demandent l'avis de quelqu'un. Et Google a pris cette place. Google a pris cette place et a fait le meilleur business de toute la planète en se mettant à l'intermédiaire de ce que les gens faisaient avant en demandant aux voisins. T'es allé où pour acheter ça? Maintenant, ils demandent à Google. Et Google a eu cette confiance-là. Et Google est devenu ce qu'ils sont devenus par cette confiance que tu leur accordes dans leurs résultats de recherche. Et aujourd'hui, Gemini a vocation
à être ton majordome. Ça, on le sait, hein, tu vas lui demander plein de trucs et tout. Mais la grande question qui se pose, pour moi, pour qu'ils réussissent leur coup, c'est de savoir si oui ou non les gens vont faire confiance à Gemini plutôt qu'à d'autres mécanismes. C'est ça la grande question. Est-ce que Gemini va devenir la référence de la confiance, la personne à laquelle tu poses une question? Je vais surveiller de très très près à quelle En petite plus, app les gens vont accorder leur confiance. effectivement, puis en plus, tu as bientôt les IPO qui vont arriver de SpaceX, on connaît, mais tu as aussi Anthropic, Claude, qui est prévu pour d'ici la fin de l'année à je sais plus combien de milliards de capitalisation aussi, c'est absolument impressionnant. Donc, moi je trouve que la morale de l'histoire sur Google et sur tous ces CAPEX, c'est qu'aujourd'hui on n'en sait rien, personne n'en sait rien, c'est Non, je pense qu'on impossible peut de pas le savoir. savoir. Mais d'un côté, je me dis, je fais confiance, tu vois. Si Google le fait, je pense qu'il y a 40 personnes chez Google qui ont retourné les chiffres dans tous les sens déjà 40 000 fois pour se dire que c'était rentable. Si t'as Greg Abel et Berkshire Hathaway qui mettent 10 milliards sur la table, c'est qu'ils ont retourné les chiffres 40 fois pour se dire si c'était rentable ou pas. Si t'as toutes les boîtes TSMC et SML qui suivent derrière, c'est que potentiellement ils se disent que c'est rentable aussi. Alors, soit ils sont tous en train de nous mener en bateau et tout ça, ça va finir avec la plus grande destruction de capital de l'histoire de l'humanité. C'est une option. Soit effectivement ils vont réussir leur pari et ils vont générer du cash tout simplement, ils vont générer des retours sur investissement et ils auront verrouillé le marché sur cette nouvelle technologie. Mais il faut juste se rendre à l'évidence que on n'en sait rien, quoi. Pour moi, la grande destruction de capital finale en mode tout ça a été fait pour rien, il n'y a pas de sous à gagner, je pense pas, ils vont en gagner. De toute façon, le chiffre d'affaires de Google suit. Donc il n'y a pas de bénéfices, les cash flows sont à zéro, mais le chiffre d'affaires a fait x2 depuis 2021. Donc le cash y rentre. À un moment donné, vu ce qui se passe, il faut qu'ils prennent 90% du marché final. Mais ça, je pense pas qu'ils peuvent. Ça me paraît fou de pouvoir se l'acheter. C'est ça que je veux dire. Pour moi, un marché où le gagnant prend tout, ça se décrète pas, quoi. Ce qui est bien avec ces boîtes-là, c'est que mine de rien, Google, Amazon, Microsoft, Meta un peu moins, ils gagnent sur les deux tableaux. C'est-à-dire que si Gemini leur rapporte de plus en plus d'argent, ils gagnent vis-à-vis de leurs dépenses. Mais si c'est pas Gemini, ils gagnent aussi, dans le sens où les TPU aujourd'hui et les data centers qu'ils construisent, ils les louent à Claude. En partie, ils les louent à OpenAI, ce qui fait que même si c'est pas leur LLM qui rafle toute la mise, au final, ils ont quand même quelque part des parts de marché via les infrastructures qu'ils fournissent à ces gars-là, parce que les OpenAI et les Anthropic, ils ont pas de data center à eux, en fait, ils louent les capacités de calcul de Google, d'Amazon, de Microsoft. Et pour le moment, Google, c'est ceux qui sont le mieux positionnés en termes de rentabilité sur ces data centers, justement parce qu'ils ont toute la chaîne. Ils ont le data center, ils ont Google Cloud et ils ont les TPU. Ils fabriquent tout en interne. Ils sont beaucoup moins dépendants d'NVIDIA que les autres. Et c'est... Moi, j'ai un seul bémol. Je veux bien croire, et de toute façon, je suis mouillé jusqu'au cou sur ces histoires-là, parce que mine de rien, j'ai de l'ETF où ça pèse 40%, et puis maintenant j'ai du Micron qui est 3e ligne dans mon portefeuille, donc maintenant je suis exposé comme tout le monde, mais tu peux pas faire autrement. En ce moment, si tu es dans le marché et que tu as tapé un peu dans ces sujets-là, ça devient colossal dans tes portefeuilles, donc ainsi va la vie, et puis on verra ce que ça donne. Je sais que parfois je parais sceptique sur ces histoires-là, mais j'y suis quand même dedans. Je m'interroge beaucoup sur... Il y a un truc qui m'interpelle, tu vois, c'est que il manque le porno, quoi. Je veux pas le dire comme ça, mais si tu veux, je vais le dire sous l'angle PlayStation. Tu as une guerre des consoles, un duopole à l'époque sur le jeu vidéo qui est entre Sega et Nintendo. Et puis il y a différents angles adoptés par les deux. On se lance pas là-dedans. Puis un jour, tu as Sony qui arrive avec la PlayStation. Mais pourquoi la PlayStation? Moi, je l'ai eu, la PlayStation 1.
pourquoi tout le monde est allé à la PlayStation 1? Parce qu'un jour, tu t'es rendu compte, alors elle était mal foutue, il fallait la mettre sur le côté là, parce que le lecteur CD il était pété, tu n'arrivais plus à lire les disques et tout. Par contre, une fois que tu passes au CD, ce qu'avait refusé de faire Nintendo, un peu à la mode Kodak, hein, en mode je passe pas au numérique parce que je vends des films appareils photo. Donc il y avait un gros sujet sur Nintendo qui voulait pas passer au CD-ROM, qui avait plein d'autres avantages. Sauf que PlayStation, en fait, au bout de 6 mois, c'était plié, tout le monde gravait les CD. Et puis tu allais faire pucer ta Play. Et PlayStation s'est envolé et s'est acheté le marché par le gratuit et par le fait que c'était la folie, quoi. T'achetais une PlayStation, t'avais 40 jeux, t'allais voir un mec à Marseille, magasin d'électronique, tu lui filais 200 francs et puis tu ressortais. Mais c'était la folie. Dans notre génération, un jeu vidéo, ça valait 500 francs, quoi. C'était la moitié de 1000 balles, quoi. Je sais plus, le SMIC devait être à 4000. Je sais plus si tu fais le prorata. Je pense que les jeux, c'était du 80 € de maintenant, quoi. C'était complètement délirant. Et du jour au lendemain, t'avais accès au gratuit. Oui, mais à l'époque, quand du jour au lendemain, tu te retrouves avec accès au gratuit, c'est une révolution. Et puis quand Internet arrive, les grands débats du début d'Internet et l'envolée de cette histoire-là, c'est parce que tout le monde s'est mis à pomper des DivX et à pomper de la musique en MP3 comme des fous, quoi. C'est-à-dire que tout le monde s'est jeté là-dedans par le piratage. Faut dire ce qui est. Et puis de tout temps, les sites, personne n'avait accès au porno. Fallait payer 40 balles sur Canal+ pour avoir ça, ou alors fallait passer des rideaux à froufrou là dans les vidéos futures pour aller dans la salle où il y avait les cassettes porno. T'avais pas accès et c'était cher. Et puis c'était honteux. Et puis d'un coup, tu as Internet, et de tout temps, Internet a eu 30% de sa bande passante qui est allée sur le porno, quoi. Donc si tu veux, les révolutions initiales d'Internet, dans ce pourquoi la bande passante a été utilisée, la bande passante a été utilisée pour ces conneries-là, quoi. Pour le piratage, pour voler la musique, pour voler les films, pour le porno, pour tout ça. C'est ça Internet qui s'envole. Et je me rappelle quand ChatGPT est sorti, j'étais avec un pote au resto, et c'est un mec qui bosse. Je dis pas, peu importe. C'est un mec incroyable. Mais c'est un top 10 France. C'est une circonstance, ami d'enfance, rien à voir. Mais tout le monde le connaît en France. Et dans son business, à la télé, là, je lui montre un truc, je sors ChatGPT, quoi. Et je lui montre en direct, pendant le resto, il y a 3 ans, qu'on peut faire 90% de ce que lui faisait avec une équipe de 10. Pendant le resto, je me foutais de sa gueule, je lui disais, regarde, on peut faire tout ça, tout ça. Et ChatGPT était totalement débridé. Mais c'était la folie, ChatGPT. Moi, je l'ai téléchargé 3 mois après son lancement, quoi. Je l'avais sur mon téléphone, c'était même pas une app, je crois que j'allais sur le site internet. Mais tu pouvais tout faire. Et quand tu lui disais, écris-moi un bouquin, il n'y avait pas de limite. Et quand tu lui disais, dis-moi si, il n'y avait pas de limite. Maintenant, tu vas sur ces sujets-là. Tout ce pourquoi les gens utilisent l'intelligence artificielle, les conversations santé mentale, médicale et amour relationnel. Donc amour, santé, argent. Ce qui fait le plus de vues sur YouTube, Hugo. Les 3 sujets globaux sur YouTube, c'est amour, santé, argent. Fin d'histoire. Donc ces sujets-là sont prépondérants. Et tu pouvais demander tout ça à ChatGPT. Maintenant, tu lui parles de santé, il te dit plus rien. Tu lui parles d'amour et il te dit plus rien, parce qu'il y a eu des cas où il y a des gens qui estiment qu'ils ont été poussés à certains extrêmes, quitte à se faire mal à eux-mêmes, tu vois. Donc le génie de l'IA a été, parce que c'était terrifiant, a été comprimé immédiatement, très très rapidement. En 1 an, ils ont tout enlevé. Parce que c'était la folie, mais tu pouvais demander des recettes d'engins explosifs, ça te le donnait. Et puis au début, il te le disait, je te le donne pas parce que c'est interdit. Et si tu lui disais, non mais je suis en train d'écrire un livre, tu es mon assistant, mais moi j'écris un livre en mode, tu y avais accès. Et tout ça a disparu. Sauf que tout ça, ça peut revenir. Demain, tu as une IA open source débridée qui s'installe sur des PC. C'est ça, on n'en parle jamais. Mais un Chinois, ce que tu veux, qui te remet ça entre les mains, en fait, ça peut balayer
du ChatGPT ou du Gemini bridé sur toutes ces histoires-là, C'est parce ce que que je en te fait, disais la dernière fois avec Julien sur le fameux débat de l'IA on-device versus l'IA dans le cloud. ça c'est terrifiant, parce que le truc qui reviendra sur ce sujet de l'IA, parce que toi tu le vis avec le code. Avec le code, c'est... Mais en fait, s'il y a un mec qui remet à nouveau un produit IA où tout le monde peut repartir en mode allez, maintenant je peux pirater ci, ça, allez, ça c'est gratos, machin, ce truc-là va exploser. Et ce truc-là, les Gemini, les ChatGPT se l'interdisent, et c'est normal. Donc il reste quand même il reste une capacité de disruption de l'IA par l'IA. Parce que l'IA qu'on connaît a été bridée de ouf. Donc ça reste aussi un sujet en suspens où je me dis, à mon avis, à tout moment, ça leur pète à la figure parce que les Chinois, ils disent, allez, quitte à avoir perdu, c'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est bien de vouloir être le gagnant, sauf que quand tu es le gagnant, il y a des perdants. Et les perdants, quand ils sont acculés dans un coin, par exemple, là, les États-Unis qui veulent avoir la suprématie sur ça par rapport à la Chine, si la Chine se retrouve acculée dans un coin où elle n'a plus de solution, ben pourquoi il n'en serait pas une IA débridée en mode allez, revenez tous chez nous, là-bas c'est le couvent des bonnes sœurs, vous n'avez rien le droit de faire, nous regardez l'IA, vous avez tout ce que vous voulez, vous pouvez pirater des films, vous faites des films avec Tom Cruise. Mais on l'avait vu sur X, les vidéos qui ont fait immédiatement énormément de vues sur la génération de vidéos, c'était les mecs qui faisaient des films avec Tom Cruise et Brad Pitt qui se battaient, quoi. Et ça, dès que tu as quelqu'un qui te donnera ça explose. Et Gemini, tu peux plus faire une photo d'une personnalité. Donc il reste la disruption de l'IA libre qui est toujours au coin du tournant pour moi, et qui viendra d'un acteur acculé, poussé à bout C'est déjà la par les stratégie grands de gagnants. Chine. Ils savent très bien qu'ils peuvent pas rivaliser sur l'IA closed source à la Gemini, OpenAI, Anthropic, donc ils font de l'open source gratuit. Justement, je pense que leur strat, c'est juste d'essayer de disrupter le monopole américain en fournissant du gratuit et en disant, bah, vous voyez, vous n'avez pas besoin de payer. Le problème de ces IA open source, c'est qu'aujourd'hui, tu es obligé d'avoir des machines absolument démentielles pour les faire tourner. Avec le sujet de la pénurie de RAM, tu ne peux pas... Enfin, déjà, les machines ne sont plus en stock, puis en plus ça coûte une fortune. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'IA on-device, en termes de rentabilité, n'est pas rentable parce que ça coûte trop cher en matériel et c'est pas assez puissant par rapport à de l'IA closed source que tu peux avoir sur un Anthropic, OpenAI, ce que tu veux. Mais est-ce que dans 5 ans, ça sera toujours le cas? J'en sais rien. Parce que le truc, c'est que ces modèles-là, open source, ils deviennent de plus en plus puissants et de moins en moins lourds. Donc si demain, tu arrives à faire tourner un DeepSeek V4, là, ou je sais plus à combien ils en sont, sur un téléphone, de manière totalement débridée, bah, le cloud... C'est terrifiant, cette disruption-là est terrifiante. D'autant plus que Nvidia a annoncé une puce. Là, ils ont annoncé un laptop qui serait chargé d'une puce qui pourrait tout faire tourner. Et oui. Donc tu vas avoir encore de la disruption. Une réponse directe de Microsoft et Nvidia à Apple. Parce que Microsoft sent bien qu'ils sont en train de perdre le narratif sur les laptops, les ordinateurs portables, et que Apple est en train de rafler tout le marché à la fois du high-end, donc du haute performance avec les MacBook Pro qui sont juste aujourd'hui imbattables en termes de rapport qualité-prix et rapport performance-prix, mais aussi sur le low cost avec les MacBook Neo. En fait, Microsoft et Windows et les constructeurs de PC sont en train de perdre sur les deux tableaux, sur le haut de gamme et sur le bas de gamme. Et tout ça à cause d'Intel. Tout ça à cause d'Intel qui continue aujourd'hui à s'entêter sur son architecture x86 qui ne marche pas, qui a des performances catastrophiques, qui chauffe et qui consomme une électricité pas possible. Donc, je pense que ce qui s'est passé, c'est que Microsoft est allé toquer à la porte de Jensen. Ils leur ont dit bon, maintenant Intel, il commence à nous saouler. Faites-nous des puces pour qu'on puisse rivaliser avec Apple. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Alors là, pour le moment, les puces qu'ils sont en train de faire, ça va surtout être pour du haut de gamme. Donc, ça va probablement aller taper le marché des MacBook Pro.
Et aujourd'hui, tu as Intel qui essaye tant bien que mal. Alors Qualcomm, ils sont un peu à la ramasse avec leur puce ARM pour PC. Ça marche pas du tout aujourd'hui. Les performances sont pas du tout au niveau. Mais tu as Intel qui essaye aussi avec les Intel, je sais pas quoi, Lake là. Pareil, ils essayent de faire des puces un peu plus performantes pour le bas de gamme, mais ça suit pas. En termes de performance, tu as 40% de moins par rapport à Apple. Donc pour l'instant, ça suit pas. Mais oui, c'est clairement une réponse directe de Microsoft et d'NVIDIA, puisque de toute façon, ils ont fait le partenariat entre eux, et je crois qu'ils ont fait le partenariat avec Dell et avec Asus. Il me semble, ils essayent de s'allier pour rivaliser, quoi. Ouais, mais du coup, c'est la guerre. C'est ça le Bah, souci. évidemment. On en revient à la forme oligopolistique du marché, Hugo. Et en fait, ils sont en train de se tirer dessus sur tous les sujets. Mais c'est quand même oligopolistique. Parce que sur le marché des PC, sur l'OS, t'en as que deux. Ouais, t'as trois parce que t'as Linux qui est open source, mais techniquement, t'as Microsoft avec Windows et t'as Apple avec macOS, c'est tout. Sur les smartphones, c'est aussi un oligopole parce que t'as iOS et t'as Android, c'est tout. Et sur les constructeurs de smartphones, c'est un petit peu plus éclaté. Mais bon, t'as Apple qui représente 50% du marché, quoi. Donc, pour l'instant, c'est Apple qui gagne la guerre des prix parce qu'ils ont l'intégration verticale complète. Là où, pour faire un PC Windows, t'es obligé d'avoir tout le monde qui prend sa marge, d'avoir Intel qui prend sa marge, Asus qui prend sa marge, Microsoft qui prend sa marge pour Windows, t'as absolument tout le monde qui prend son petit cut. Apple, ils font tout. Donc, ils s'en foutent, en fait. macOS, c'est gratos. Leur puce, c'est gratos. Leur Mac, c'est gratos. Les écrans, ils les font faire chez Samsung. Et puis, terminé. Emballer, c'est peser. Et ils sont capables de te sortir des trucs moins chers, plus performants. Et personne ne peut rivaliser en termes de prix aujourd'hui. Moi, ce que je constate, Parce c'est qu'un que, Google qui aussi, était... Vas-y. ce qu'il Vas-y. faut savoir, c'est que vu qu'ils ont un volume, et c'est ça le génie du business model d'Apple, c'est que vu qu'ils ont un volume absolument stratosphérique avec les puces de smartphone, parce que le gros de leur volume, c'est ça, hein, les MacBooks, ça représente 6% de leur chiffre d'affaires, c'est vraiment peanut. Vu qu'ils ont, je sais pas, peut-être la moitié de la production de TSMC qui est dédiée à leurs puces de smartphone, quand ils vont toquer à la porte de TSMC pour leur dire vous me faites des puces pour nos MacBooks et vous me les faites à tel prix, ils ont un pouvoir de négociation qui est monstrueux que un Asus, un Dell, un Intel, un Microsoft n'aura jamais. Les seuls qui ont ce pouvoir de négociation aujourd'hui, c'est Nvidia. Et je pense que Microsoft l'a bien compris et c'est pour ça qu'ils sont allés toquer à la porte d'Nvidia. C'est que c'est les seuls aujourd'hui qui sont capables de rivaliser, à mon avis, en termes de puces, parce que même AMD, ils sont à la ramasse aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que Google était un concurrent de Meta, parce que sur la partie search et sur la partie YouTube, Google se construisait sur la concurrence vis-à-vis des réseaux sociaux de Meta. D'ailleurs, à une époque, Google avait même tenté le réseau social avec Google+. Je crois que ça s'appelait comme ça. Ça existait, ce truc. Ouais. Eh oui. Donc, pour moi, historiquement, mais enfin pour moi, pour tout le monde, historiquement, Google, c'est gratuit parce que c'est nous le produit et qu'ils revendent notre temps d'attention aux publicitaires, ce qui est le business model de Meta. Et ce que je vois de Google tout récemment, c'est qu'ils ne sont pas sûrs d'être toujours un mastodonte de la pub sur le long terme. Ils le sont toujours, on ne va pas dire de conneries, mais j'ai l'impression que tout ce qu'ils font en ce moment, c'est de faire des investissements et de lancer des produits qui cherchent à aller prendre le business de Microsoft. Et ils se font tous la guerre. Ils se font tous la guerre. Je suis terrifié. Je pense qu'à la sortie, ça finit par la guerre des prix. Apple a... C'est la seule chose que j'avais retenue de la dernière conférence d'Apple, c'est qu'ils annonçaient tout fièrement que pour la première fois, ils n'augmentaient pas les prix de leur nouvel iPhone. Et moi, je m'étais dit, mais c'est la cata. C'est-à-dire qu'Apple est en train de te dire, bon, ben les gars, en fait, on n'a plus de quoi justifier de vous mettre encore 10% dans la gueule. Je pense que, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette stratégie d'augmentation des prix d'Apple, historiquement, c'est pas une stratégie Apple. C'est-à-dire que ça a été une stratégie Tim Cook. Et c'est ce qui a permis à Tim Cook d'augmenter les marges d'Apple de manière stratosphérique dans les années 2010. Mais Apple, à la base, ça a toujours été une marque qui a été là pour faire les meilleurs produits possibles au meilleur prix possible. Et quand ils arrivent sur le marché avec leur iPhone ou avec leur iPod ou ce que tu veux à l'époque, leur but, c'était pas forcément de faire un produit de luxe. Apple, ça n'a jamais été du luxe. Ça a toujours été le meilleur produit au meilleur prix possible. C'est ça, Apple. Donc en fait,
le fait qu'aujourd'hui Apple ne soit plus forcément le plus cher, mais soit le meilleur rapport qualité-prix, bah, c'est juste la stratégie Apple en fait. Ça n'a jamais été une marque de luxe. Et tu le vois dans les chiffres, ils sont enfin, ils sont en croissance. Voilà, 16%, je crois, ils ont fait au dernier trimestre, qui est absolument délirant. Moi, je regrette absolument d'avoir vendu ma ligne Apple. Et, et oui, mais le truc, c'est qu'ils ont l'avantage que personne d'autre n'a. Ils ont l'intégration verticale, ils ont pris 20 ans à construire cette intégration verticale, à développer leur OS, à développer leur écosystème, à développer leurs produits, à développer leurs puces. Ils ont même remplacé maintenant Broadcom avec les puces réseau, ils ont leur propre puce réseau en interne. Ils ont une telle intégration verticale qu'aujourd'hui, ils peuvent se permettre de complètement ravager le marché avec des prix que personne ne peut faire. Surtout en ce moment avec l'explosion du prix de la RAM. Hmm. Donc, On devrait tous le souhaiter parce qu'on est vraiment tous très très mal hein, si ça se termine mal cette histoire. Ah bah c'est clair. Si ça se termine en scénario catastrophe, la plus grande destruction de capital de l'histoire de l'humanité, moi je peux te dire que j'ai 60% de mon portefeuille qui est exposé. Donc bilan très simple. En fait, toi et moi, on est quand même reparti sur du SaaS. Ça, c'est ce qui est acté dans nos décisions de ce mois. Et on s'en était pas parlé. Et puis, moi, je vous recommande de regarder Chris Hahn si vous voulez comprendre ce que c'est un portefeuille long terme, pas compliqué à comprendre, de monopole parce qu'il s'en fout de la croissance. Hein. Donc la croissance c'est pas un sujet, la tendance c'est pas un sujet, c'est on a du pricing power dans les monopoles, j'achète des monopoles, je garde 10 ans. Bill Ackman pour les royalties. Quand Tessaria là, tu recommandes. Il est très bien aussi pour le quality long terme. Quand Tessaria, il faut savoir que son plus gros coup, c'est d'avoir acheté S&P Global à 9,50$ au plus bas de 2008. S&P Global n'a jamais fait de split depuis. Hein. Donc regarde le prix d'S&P Global aujourd'hui, 9,50$, ça fait un sacré paquet de baggers entre les deux. Et ouais. Puis après, il y a François Rochon, on n'en a pas parlé, mais qui est très bien aussi. Et il y a Lilou, pareil, que vous retrouvez. Et il y a Trump aussi. De quoi ? Faudra qu'on fasse une émission sur le portefeuille de Trump parce qu'il tourne à fond. Hein. Ouais. Allez, délit d'initié, ça y va là. Mais on prend une question avant de clôturer ou je sais pas, t'en as une ? J'ai pas regardé. Bon, on s'était dit que cette fois-ci on reviendrait dessus parce que ça fait quelques fois qu'on l'a pas fait. Mais j'en ai pas noté une d'avance. Bon, peut-être qu'on fera un épisode dédié FAQ, ça peut être pas mal. En tout cas, allez vous abonner, enfin allez vous inscrire pour la soirée du 4 juillet à Aix-en-Provence. Et puis on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, on s'arrête là alors. Salut tout le monde. Ciao tout le monde.